qu'est-ce qui a réellement changé? C'est-à-dire qu'ils ont décidé de créer un département clinique au sein même de l'hôpital afin de fournir de meilleures prestations quant aux soins médicaux. C'est-à-dire? C'est-à-dire que, par exemple, là, nous sommes dotés d'un système de surveillance automatique, voyez, qui permet aux malades de nous appeler. Là, par exemple, c'est la chambre 208, ça veut dire que la chambre 208 a besoin urgent qu'on vienne le voir urgemment. Voilà. Là, ça clignote plus, donc ça voulait dire que l'urgence n'était pas très urgente. Et vous attendez quoi, là? Là, on attend le médecin-chef et les internes, à 9 heures précises, tous les jours. 10h13, le médecin-chef arrive pour la visite du matin. Bonjour Joséphine. Bonjour, docteur Chazon, ça va? Oui, en forme? Oui, très bien, il s'est rien passé de particulier. Pour l'instant, il n'y a rien de particulier. Bon, je vais faire la petite visite. D'accord. Alors là, c'est les toilettes, c'est par là. Oui, c'est par là. Merci. Au revoir, docteur. Écoutez, qu'est-ce que le client, le patient, attend aujourd'hui, n'est-ce pas? Il attend bien évidemment qu'on soit à l'écoute de ses problèmes et surtout une meilleure prestation des soins, même à un prix un petit peu plus élevé. Je crois que pour la santé, on ne compte pas. Je tenais aussi à dire que le médecin doit être un petit peu le papa de ses clients, de ses patients. Alors, comment ça va-t-il, monsieur Bayeux? Ça va? On a fait un gros dodo cette nuit? Ça va, il a bien dormi? Oui, il dort bien. La température, ça monte. Non, ça descend, regardez. Ça va, ça descend. On va peut-être augmenter la dose, je pense que c'est ce que je pensais faire, sinon... Ça ira très bien, monter la dose. Ah, mais c'est notre chère madame Polignon. Eh oui. Comment ça va-t-il ce matin? On a fait un gros dodo? Hello. C'est bien. Salut. Les températures, ça va. Mais qu'est-ce que tu regardes là? Je disais qu'on a plus fièvre, qu'on a plus chaud au fond. Parce que les gens sont là, hein. Un petit reportage sur la crise à l'hôpital. Ah, Un d'accord. reportage des années 80. D'accord. Ah oui, quand même, donc c'était déjà là. Ah oui. D'accord. Tout à fait. Salut tout le monde. Bonjour. Bienvenue. N'hésitez pas à partager le live pour informer les gens. Donc on a fait un live dans la semaine pour expliquer ce qu'était la dette publique. Tout à fait. Voilà, donc pour ceux qui n'avaient pas pu, justement, du fait de l'heure tardive, regarder ce live, nous vous invitons du coup à regarder sur la page ce live qui s'appelle... c'était quoi le titre déjà? La dette, Sans prise de tête. l'usure, quelle chure. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez un petit moment, vous regardez, vous vous informez. Ouais. Mais on va faire un petit résumé de ce qu'était cette vidéo. Ouais, ça dure 1h22, donc un petit résumé. Ouais. On pourrait dire plein de choses, mais en gros, on explique l'arnaque de la dette publique. Ok. Et on s'est concentré sur une chose, la dette de l'État. Ok. Voilà. Donc on a expliqué les mécanismes, comment de 1945 à 2019, il y a eu différentes étapes de cette arnaque. Voilà. Principalement, on a développé là-dessus, ça dure 1h22, et on a utilisé des visuels comme fil directeur. Pour que les gens comprennent. Pendant 7h22. Bon, c'est plus pédagogique, c'est plus sympathique pour nous à le faire aussi. Hein. Ouais. Et puis c'est Et pour moi plus... aussi. Ouais, et puis on a mis sur la page des Gilets jaunes Constitution 93 l'ensemble des visuels, une quinzaine de photos. Les gens peuvent l'utiliser, je sais qu'il y a une centaine de partages déjà. Les gens peuvent l'utiliser, l'imprimer, le montrer à leurs amis. Qui ont été postés, que tu as posté à la suite de la vidéo, ouais. Donc voilà, en gros, c'est ce qu'on a fait en 1h22. Donc là, moi qui débarque de nulle part, qui tombe sur le live, je vais te dire, c'est quoi la dette? Parce que j'entends la dette, la dette. Mort à la dette, c'est quoi? C'est l'argent qu'on a emprunté. Le on, ça peut être l'État. D'accord, donc c'est pas les citoyens. Enfin, c'est pas le peuple. Le peuple a aussi des dettes. Oui, mais est-ce que c'est le peuple qui a demandé cette dette? Alors, est-ce que c'est le peuple qui a cherché à emprunter? Est-ce que c'est lui qui a été décisionnaire directement? Si on parle de la dette publique, c'est l'argent que l'État a emprunté et n'a pas encore remboursé. Très simplement. Est-ce que c'est nous? Ah bah l'État, c'est vous et moi, c'est le contribuable. D'accord. Donc l'État par ses représentants. C'est ça, grosso modo, en fait. Parce que ni toi ni moi nous sommes levés un matin, alors qu'on était encore en couche culotte, en disant je vais emprunter. Ah mais attention, le piège il est là. C'est que chaque année il y a le budget qui est voté par les représentants du peuple qui sont l'Assemblée nationale. Ouais. Et puis aussi le Sénat. Ça, c'est les représentants des territoires. Ok.
Mais chaque année, le budget est voté. Et dans le budget, il y a entre autres les intérêts de la dette qui sont votés. Donc les représentants du peuple, chaque année, depuis plusieurs années, votent la dette. D'accord. Les Ok. représentants du peuple. Donc on disait aussi dans le live quelle était la corrélation entre justement la dette publique et ses intérêts, surtout ses intérêts, Ouais. et le problème que C'est ça. rencontre la majorité, si ce n'est tout le peuple français finalement. C'est ça. C'est ça. Donc aussi bien les hôpitaux, la SNCF, tout ce qui est fonction publique, Ouais. sachant que la SNCF va être privatisée à partir de janvier 2020. L'année prochaine, ouais. Voilà. Alors c'est intégralement, partiellement, c'est comment? Ouais, si on est précis, ils aiment bien être précis là-haut, Mhm. c'est une mise en concurrence d'une entreprise publique avec d'autres entreprises privées. D'accord. Donc c'est pas une privatisation En termes au plus sens. compréhensibles. C'est-à-dire que tout le monde pourra utiliser des trains. Tout le Les monde lignes pourra communes. proposer aux des voyageurs de voyager en train. Ça sera plus le SNCF qui aura le monopole de proposer ça. Oui. Ça pourrait être différentes entreprises, des entreprises allemandes, etc. Des entreprises privées. Mais quel est le piège là-dedans en fait? C'est que finalement, toi en tant que consommateur, tu vas dire ah bah celui-là il me propose un prix moins cher. C'est-à-dire que oui, ça c'est du point de vue de notre quotidien, mais en réalité, le privé va imposer ses conditions au service public, donc baisse de qualité, et au final, au bout d'un moment, au bout de quelques années, une augmentation des prix. Forcément. Donc du coup, est-ce que Avec une baisse de la qualité. est-ce que c'est du exactement service. le même principe que les hôpitaux vis-à-vis du secteur privé, les cliniques, etc. Alors, ouais, parce qu'en fait, depuis les débuts des années 2000, en fait, les hôpitaux publics tels qu'on les connaît nous, Mhm. hein, c'est né en 1974. C'est relativement récent en fait. Avant, on avait bien sûr des hôpitaux, mais pas des urgences qui étaient systématiques. On n'avait pas des hôpitaux dans lesquels il y avait différents corps de métiers médicaux, les chirurgiens, les gynécologues, l'ensemble des professions, et qu'on avait la capacité à être soigné de manière intégrale dans l'hôpital. Ok. Ça, c'est 74 que ça se met en place en fait. D'accord. Et après, il y a différentes évolutions, mais en gros, ça se met en place en 74. Et ce qui se passe, c'est que à partir des années 2000, tout ce qui est rentable dans l'hôpital, donc un acte médical qui est rentable, c'est-à-dire que ça demande peu de temps pour le résoudre, c'est remboursé par la sécurité sociale. Mhm. Tout ce qui est rentable, entre guillemets, dans l'hôpital public a été amené vers les cliniques privées. Donc les D'accord. cliniques privées ne font pas tout, Oui. elles font principalement ce qui est rentable dans l'acte médical. Rentable, en gros, money money. C'est-à-dire que oui, c'est ça, money. Voilà. Et au détriment de l'hôpital public. Très bien. L'hôpital public fait de plus en plus, depuis les années 2000, que des actes médicaux pas rentables. Ok. Alors là, par exemple, il y a un commentaire de Dominique Mazoire, donc elle dit bonjour du 68. Bonjour. La dette est-elle réelle ou fictive? Une partie est fictive. Voilà. C'est des jeux comptables, c'est des jeux d'argent. C'est de la C'est une spéculation, arnaque. en fait. Oui. Très bien. Et c'est important parce que pour les financiers, c'est un moyen de chantage sur les institutions et D'accord. sur le peuple français finalement. Qui qualifies-tu de financier? Tous ceux qui prêtent à l'État et surtout ceux qui, parmi ceux-là, ont conspiré pour changer les lois, Mhm. pour qu'on passe d'une situation où avant il y avait une banque publique qui prêtait à l'État à 0%, Ouais. à aujourd'hui le fait que l'État doive emprunter obligatoirement à des banques privées, à des taux d'intérêt usuriers. Alors, banque publique, Voilà. C'était la Banque de 0%. France. Voilà, ça c'était avant. Je réexplique ce que j'ai fait dans le dernier live, c'est qu'en fait j'écris en même temps parce que les gens ont tendance à mémoriser aussi bien au niveau auditif que visuel. Il y a plusieurs genres de mémoire. Donc il y en a certains, ça va les aider. Banque de France, Voilà. c'était la banque publique et l'État emprunté à 0%. Voilà. Maintenant, depuis quand même un moment, Oui. banque privée. Donc les banques privées, c'est pas uniquement des banques françaises d'ailleurs. Non. On est d'accord. Et en fait, les taux, c'est pas 0%. Non. Et c'est un certain taux, ça dépend si... bon là c'est un peu plus complexe, mais si l'État emprunte sur 2 ans, sur 5 ans, sur 10 ans ou plus, c'est pas les mêmes taux. Mais en gros, c'est à des taux d'intérêt Ok. qui sont annuels, chaque année. Tant Ok. que vous n'avez pas remboursé l'entièreté de vos dettes,
il y a des taux d'intérêt annuels de quelques pourcents qui tombent. Et donc c'est le cumul d'année en année qui fait que ça devient usuraire, Donc en abusif. fait, là, Voilà. pour essayer de faire comprendre à certaines personnes qui se diraient je ne sais pas ce que ça veut dire, je comprends pas. En fait, c'est exactement le même principe qu'un crédit revolving. Ouais, c'est ça. Donc en fait, c'est comme si tu empruntais 100 balles, allez, 1000 balles. 1000 balles, et puis tu as remboursé, allez, 50 euros. Mais finalement, 50 euros, tu en as besoin un peu plus tard. Donc en fait, tu avais déjà des pourcentages d'intérêt là-dedans. Et le fait de reprendre juste un 50 euros que tu avais déjà remboursé, bah, ça rajoute des frais supplémentaires. Et donc en fait, c'est un cercle vicieux. Ouais. Tout à fait. Et le cercle vicieux, ça fait partie des images que tu as postées justement sur la page 93. Ouais, tout ça, vous trouvez ça sur notre page Gilets jaunes Constitution 93, le cercle vicieux de l'argent opposé au cercle vertueux de l'argent. Le cercle vertueux, il est là. Voilà. Il est là. Mais en tout cas, voilà, c'est tous les financiers qui ont fait qu'on passe de ça à ça, par différentes pressions sur les politiques, par du lobbying. Ça, on peut appeler cela l'oligarchie financière française. Allez, moi j'aime bien les 2014, qui sait? Bah on sait plus. On sait plus Pam, à pam. qui on emprunte. Voilà. Ok. Voilà. Donc maintenant, En gros, c'est ce qu'on a développé donc dans l'heure et demie de live ok, qui est sur notre page. d'accord. Voilà. Je me permets en même temps, bah, j'interagis avec les personnes. Le but du live précédent, de celui-ci et de ceux à venir, en fait, c'est de vous expliquer que quand vous vous mobilisez autant sur des ronds-points, dans des manifs, etc., il y a beaucoup d'énergie qui a été donnée pour parler du RIC, donc c'est très bien. Ouais. Mais il faut parler des sujets essentiels. Alors, la raison pour laquelle on vous explique ça, c'est parce qu'en fait, tout est relié et que grosso modo, comme tout est relié, donc tout ce qui concerne la fonction publique, bah, là, ça part vers tout ce qui est privatisation, concurrence, etc. Oui. Mais finalement, là, si je parlais que de ma personne, bon, je suis pas sortie particulièrement pour ma poire, plus pour les autres. Finalement, quand quelqu'un me dit, bah écoute, bah, on m'a sucré mes APL, bah on m'a fait ci, bah on m'a fait ça, j'arrive pas à relier les deux bouts dès le début du mois, etc. Je paye de plus en plus d'impôts et de taxes, Voilà. les prix de ce que j'achète. Bah, finalement, plus en cher, fait, mon sortir salaire. juste pour dire ça, c'est bien d'en parler, mais en fait, c'est pas le cœur du problème. Alors moi, je suis pas d'accord avec ça. Alors, Je pourquoi pense que c'est le cœur du problème, mais c'est à un certain niveau. On parle c'est les répercussions. c'est les conséquences. Voilà. Donc c'est le problème. Ça fait partie du problème. Le problème, il y a deux niveaux, les causes, les conséquences. Mhm. Maintenant, souvent, on endort le peuple en disant tu peux comprendre les conséquences, tu peux analyser les conséquences, Mhm. mais tu n'interviens pas sur les causes. Ça, c'est les représentants du peuple. Ah C'est bah, les dans ce cas-là, ça experts. rejoint ce que je suis en train d'expliquer. Oui. C'est qu'il faut parler des causes. Donc, est-ce que le peuple veut prendre le problème à bras le corps, les conséquences, arrêter de subir, et les causes, intervenir sur les causes? C'est la question qui est posée. Moi, je pense que les Gilets jaunes, en général, sont l'avant-garde révolutionnaire ou évolutionnaire du peuple français parce que, justement, c'est un groupe de gens dans le peuple qui ont posé la question et des conséquences et des causes. Jusque-là, j'avais pas vraiment vu ça. D'accord. Bah, Et tu surtout vois, pas avec les syndicats. bah voilà. Après, il y a une question d'ego chez les Surtout gens, pas. mais moi, à la Enfin, limite, ça je m'en triste. fiche, tu vois. Parce que Ouais. moi, je dis ce que je pense. Mais voilà, il n'y a jamais de méchanceté là-dedans. Si tu sors pour te plaindre de ta situation, tu remontes pas à la source des problèmes. Non. Donc si ton voisin fait la même chose, et que le voisin fait la même chose, etc., et que chacun son problème en fait, et c'est toujours l'entre-soi, le machin, l'individualisme, etc. Ouais. Ah bah toi t'as un problème avec la CAF, bah moi aussi, bah on va faire un groupe CAF, mais en fait vous résumez le problème commun, mais C'est vous ça. résumez pas La les cause. conséquences plutôt, Ouais. mais vous résumez pas la cause. Ouais, bien Donc en fait il faut comprendre la cause des causes. Mais c'est pour ça qu'on fait ce travail-là, Ok. même pour nous-mêmes d'abord. Mhm. Parce que tout ce qu'on développe dans les lives, je le répète, c'est pas deux personnes, toi, Chat Noir et moi, qui avons le génie créateur et qui sortons des trucs comme ça. C'est un travail collectif Bien depuis sûr. plusieurs semaines, c'est des discussions, etc. Ouais. Et là, aujourd'hui, on va développer sur la dette des hôpitaux parce qu'on s'est posé la question depuis maintenant quelques jours
mais finalement la dette des hôpitaux, finalement la dette de la SNCF, comment ça se passe dans les détails? Et on ne sait pas. Et on a fait ce travail-là parce qu'on a une interrogation collective. C'était devant BF Merde il y a quelques jours. On s'est posé la question avec Sirius de ça. Donc du coup, voilà, on développe. Donc on fait d'abord ça pour nous-mêmes et ensuite pour que les gens puissent passer des conséquences aux causes. Voilà. Mais en fait, c'est super. Je trouve que moi, c'est important dans le sens où si on fait ça, ça informe même des personnels hospitaliers en fait qui sont carrément eux-mêmes dans la merde maintenant et qui sortent en écoutant globalement ouais. pas tous, Ouais. mais ils écoutent des syndicats. Bah c'est pour ça qu'on sort. Ouais. Mais pourquoi vous sortez? Alors finalement ils écoutent de moins en moins les syndicats. Ah. Parce qu'ils se sont fait niquer, arnaquer, abuser. T'as dit un gros mot. Voilà. Écoutez pas les gros mots. Je vais arrêter mes gros mots. Et entre autres, j'ai des amis qui ont assisté à des assemblées générales de deux choses. Le comité inter-urgence et le comité inter-hôpitaux. Ouais. Et c'est pas qu'ils sont à dire les syndicats on n'en veut pas, dehors. C'est vous pouvez venir, mais c'est vous qui nous suivez. C'est ça. Et pas l'inverse. Et par exemple, ils ont dit voilà, le 5 décembre, si vous voulez aller manifester, vous, personnel soignant, faites-le. Mais nous faisons une manifestation en défense de l'hôpital public le samedi 30 novembre, avant les syndicats. Parce que nous ne voulons pas faire une mobilisation syndicale. Mais nous voulons faire une mobilisation dans laquelle il peut y avoir des syndicats, du personnel soignant non syndiqué, qui sont majoritaires dans l'hôpital, bien sûr, comme dans la plupart des professions, parce que c'est des minoritaires les syndicalistes, les gens syndiqués. Même s'il y a dans la base des syndiqués vraiment très bien et ils font un travail de fond, comme nous on fait là, auprès des travailleurs. Pour informer sur la loi, sur leurs droits, leurs devoirs. Et cela, on ne va pas leur taper dessus, bien au contraire. Et aussi, disent-ils, si des Gilets jaunes veulent nous rejoindre le samedi 30 novembre à Paris, pour soutenir l'hôpital public, ou les usagers en général de l'hôpital, bienvenue. Je me permets. Le 30 novembre, pas le 5 novembre. Voilà, à l'appel des comités interhôpitaux. Faut savoir que ce comité-là, l'autre fois, a mobilisé 20 000 personnels soignants dans les rues de France. C'était il y a 10 jours. Donc c'est pas un petit groupe dans son coin. Hop. Mais ils ont dit explicitement dans leur assemblée générale, pour décider de cette date-là, il y a quelques jours, c'était pour se distinguer des syndicats. Donc ça existe. Donc en fait, si je résume un petit peu pour ceux qui ne comprendraient pas ce que c'est comité interhôpitaux, parce que ça peut arriver, c'est entre tous les hôpitaux. Ouais. Voilà. Ce n'est pas syndiqué. Non. Voilà. Et en fait, c'est un peu le même principe de ce qui s'est passé, mais c'était plutôt syndiqué par rapport aux pompiers. Le 16... Oui. Alors le 15 ou le 16 septembre déjà au niveau de Versailles, qui appelait à justement se mobiliser pour le mois d'octobre, quand les personnes sont venues justement pour soutenir. Tout à fait. Donc ça, c'était une démarche de syndicat. C'est ça. Là, ce n'est pas le cas. Alors justement, petite parenthèse, les syndicats de pompiers, je ne parle pas des pompiers, les syndicats de pompiers se sont couchés. Sur la réforme des retraites, ils ont eu des miettes. Le 14 novembre. Et ils s'en sont couchés. Faut savoir que eux, le comité inter-hôpitaux, quand vous allez à l'hôpital, ce qui m'est arrivé il y a quelques jours, vous voyez en fait des petites polycopiés qui sont affichés par le personnel soignant. Et souvent, vous voyez comité inter-hôpitaux ou comité inter-urgence. C'est l'association majoritaire qui mobilise le personnel soignant depuis 6 mois. Okay. Et ils disent, on n'est pas anti-syndical, mais on est à dire, c'est les syndicats qui nous suivent et pas l'inverse. La nuance est importante. C'est pas qu'ils vont taper sur les syndicats, mais ils disent aux syndicats, c'est pas vous qui déterminez ce qu'on veut faire, nous, personnel soignant et usagers de l'hôpital. Donc la raison, c'est parce qu'à chaque fois, en fait, les syndicats se couchent pour des miettes. Oui, et ils en ont marre. Voilà. Parce que l'hôpital... Donc c'est exactement le même principe que la vidéo d'un des pompiers récemment. Donc pour ceux qui la connaissent, il y a une vidéo d'un sapeur-pompier qui disait en fait, voilà, le 14 novembre, grosso modo, les syndicats se couchent pour des miettes, alors que depuis le mois de mars, on a clairement dit ce qu'on voulait. Ça fait 30 ans que la prime de risque n'a pas été revalorisée, donc depuis 1990. Donc il serait peut-être temps en fait qu'on reste déterminé, parce qu'on veut de la revalorisation. Même il n'y a pas que ça en fait, il y a aussi l'ouverture de postes, il y a le fait de qualifier leur métier de métier à risque, et pas post-mortem. Pour entre leur droit à la retraite. Aussi. Ça prend en compte le fait qu'on part plus tôt en retraite. Ouais. Donc, c'est normal. Oui. Donc en fait, il faut partir sur le principe que moi là, si je te pose la question à toi, mais je la pose en même temps aux gens, parce que comme ça, ils peuvent aussi interagir avec nous. Le 5 décembre,
il y a des appels par rapport aux syndicats, etc. Mon point de vue là-dessus, c'est qu'en fait, il ne faut pas chercher à aller taper les gens. Mais par contre, est-ce qu'il n'y a pas un peu de rachat de la population, je dirais même des gilets jaunes, quand on dit « Ah bah EDF va se mobiliser et puis réactiver le courant chez les gens bah en fait, c'est de la poudre de perlimpinpin. Et puis quand on dit « Ah bah attends, la RATP, s'ils se mettent en grève, ou la SNCF, bon on va lever les barrières », c'est de la poudre de perlimpinpin. Mais en fait, est-ce qu'il faut que les personnes se rendent compte de ça, ou juste se disent « Bah le 5, il y a du monde, on y va ». De toute façon, on n'a que 3 choix. Ouais. Vous allez voir dans mon visage lequel est mon choix, mais je ne vais pas vous le dire. On a 3 choix par rapport à ce que tu dis, qui est tout à fait exact. Ouais. 1, on ignore, on reste chez soi. Parce que c'est une manif de syndicat et on n'est pas. Les syndicats, c'est des traites, donc on reste chez soi et on n'y va pas. Deuxième option, on y va et on casse tout. Hein, on tape sur les syndicats, machin, on dit vous êtes faites de la merde, vous êtes de la merde, etc. Ou à contrario, les gens font les moutons. Bah. Ouais, en fait, il y a 4 options. Ok. Option mouton. Ouais. Et on met des pins CGT, CFDT, FO. Enfin, je suis pas sûr qu'ils vont apprécier parce que du coup. Tiens. Voilà. Rentre chez toi. Merci. Ça, c'est la troisième option, option mouton. Bon. Et la quatrième, c'est. J'arrive pas. Hop. Quatrième. On troll. On met au défi. Par exemple, on arrive avec une banderole. Syndicaliste, serez-vous capable de parler de la dette ? Point d'interrogation. Bien visible. On va voir si on voit un moustachu qui s'appelle Martinez. La cause des... On arrive avec son téléphone. Même si on n'a que 2 followers, c'est pas grave. Monsieur Martinez, qu'est-ce que vous pensez de la dette ? On les troll sur des questions de fond. Et le statut de la Banque de France ? On les troll. Moi, je sais pas. Mais en tout cas, vous choisissez. Mais en tout cas, moi, il y a une option que j'aime beaucoup. Et nous, on va en discuter avec les autres constituants parce qu'on n'a pas encore décidé exactement ce qu'on allait faire le 5 décembre. On a décidé qu'on voulait faire quelque chose. Faire d'ailleurs. L'option rester dans son canapé, on n'aime pas trop. Intervenir avec intelligence, peut-être. Mais en tout cas, chacun a besoin de réfléchir. Mais on a 4 options. Mouton, rester chez soi. Mouton, c'est suivre bêtement, chanter 1 pas en avant, 3 pas en arrière. Tape dans tes mains, ça fait du bien. Donc on reste chez soi, on est moutonnier. On vient taper sur du syndicaliste parce que ça nous fait du bien, ça détend, mais en fait ça fait pas avancer le schmilblick. Et ça va absolument pas dans notre ligne à nous. 4e, on troll. On pose des défis. Voilà. C'est tout. Puis nous, on est bienveillants, quoique chiant. C'est ça. Ok. Mais juste pour répondre à ta question d'avant quand même, les infirmiers et les infirmières, s'il y en a qui nous écoutent, des médecins et personnel administratif de l'hôpital, je crois qu'il y a 2-3 infos qui peuvent être intéressantes dans ce qu'on va développer. Parce qu'on a fait un travail chiant, c'est qu'on a lu un rapport de Cour des comptes. Ceci est une... Pardon. J'ai un peu de bave. Pardon. Voilà. Donc il y a un rapport de la Cour des comptes qui a été fait sur la dette des hôpitaux de février 2018 qui fait 30 pages. Ouais. Et la moitié consacrée uniquement à l'état de la dette des hôpitaux. Donc c'est ce qu'on a travaillé, on a regardé les chiffres. C'est très compliqué, c'est très chiant. Ok. Donc la dette des hôpitaux s'élève à... Ah ben on va laisser les internautes nous donner quelques chiffres. On va Première question, savez-vous à combien se chiffre en milliards d'euros la dette des hôpitaux ? Entre 0 et 100 milliards. Un autre indice, elle était de 2 à 3 milliards seulement au milieu des années 90. Elle s'est élevée à 8,5 milliards en 2002. Attends, il faut que je note en même temps. Alors, je vais bien répéter. 1990, entre 2 et 3 milliards. J'ai pas trouvé le chiffre précis, c'est entre 2 et 3 milliards, je suis désolé. Voilà. Donc, si vous dites 300 milliards, dette des hôpitaux. Désolé, j'écris comme une fourmi. Tadadadam. Donc, ça c'était... Dans les années 90, 95, on va dire. À un moment où Juppé était candidat. Ok. 2002. Ok, 2002. Hop. 8,5 milliards. 8,5 milliards. Donc on est en 2019. Combien ? Donc déjà c'était quasiment multiplié par 4 là.
C'est déjà pas mal. Hein? Voilà. Donc, je sais pas, je commence à avoir des réponses. Cool. Bon, surtout que tu as montré au début pour ceux qui sont. Mais ils n'ont pas eu le temps de voir. Ouais, mais ceux qui sont les premiers. Alors, j'ai une réponse de Dominique, 300 milliards, je sais pas. Ah bah, on va marquer les. Allez, on va essayer d'écrire à l'envers en plus. 300 milliards. Ouais. Ensuite, Elimel, 190. Ensuite, Jérôme, 60. Oui, il va être dur le 60. Tu fais un 9. Hop. Tu fais un 9 pour toi, Désolé, ça fait un 6. j'écris à l'envers. Oui, on donne de sa Mais pourquoi tu personne fais des dans points les lives. d'interrogation? Laisse juste les chiffres, c'est pas grave. Ouais. 75. Pour Juan, Solo. C'est bien, ça oblige à... Non. Bon, on a compris. Pour Yann Solo. Non, mais c'est en Yann Solo, il a écrit là. C'est intergalactique, 75. Odette, 90. Allez, un dernier chiffre. Non, 99. À 99. On continue, les gens ont participé, on respecte leur participation. Thierry Champy, 30 milliards. Ah. Gérard Hervieux, 33. Il y en a qui suivent. Christophe Agostinetti, 22. 22, putain, je vais galérer là aussi. T'es bien parti, vas-y. Voilà. Ok. Oula. Elimel Lanovic, dette totale 2400 euros. Ouais, ça c'est la dette totale. Ok. Ça c'est vrai. 2400 euros. 2400 euros. On va dire qu'il a voulu marquer milliard et que ça. Ah. C'est le correcteur automatique Bon. qui a fait la merde. Ok. Je déteste le correcteur automatique. Parce que 2400 euros. Non. On a compris Je pense que tous les personnels donnent 10 centimes et c'est effectivement, réglé. la dette globale de l'État. 650 millions en 2018 de Nain. Ça, c'est... Plus de 100 milliards easy de Dominique. Hey, je m'améliore. Bon, je crois qu'on a pas mal de chiffres. Alors, est-ce que tu peux donner la bonne réponse? Non, dommage. Ah, je vais arriver. Ouais. Donc, c'est important. Voilà. Milliards d'euros. Donc, si on récapépète. On en a eu plusieurs qui ont eu la bonne réponse, c'est cool. Ouais. Si on récapépète, parce que ça c'est important. 1990, entre 2 et 3 milliards d'euros la dette des hôpitaux français. Mhm. En 2002, 8,5 milliards. 2019, 33. Donc déjà... Pardon, je n'ai pas indiqué l'année. Voilà, C'est mon 2019. erreur. Donc déjà, première réflexion, ça n'a pas baissé. Ça a fait en gros ça... Hop. Voilà. Donc 90, 2002, 2019. Voilà. Donc on est parti de 3 milliards d'euros. Et ensuite 8,5 milliards d'euros. Et là, on est à 33 milliards d'euros. Voilà. Donc ça, c'est le premier chiffre à retenir, 33 milliards. Vous vous rendez compte? Ouais. Voilà. Alors, on va revenir sur pourquoi, etc. Et C'est affreux. En partie, il y a un truc légitime, on peut le dire tout de suite. Ouais. C'est des investissements pour moderniser l'hôpital. Oui, En oui. 1974, les premiers hôpitaux sont construits. En gros, les années 70-80, on construit les hôpitaux. Bah, il faut moderniser au bout d'un moment, au bout de 10 ans, 15 ans, au bout de 5 ans, peu importe, si on parle du matériel, si on parle du mobilier, si on parle des murs, il va falloir à un moment donné. Donc c'est normal qu'il y a des phases où il faut moderniser. C'est comme une maison qui a 10 ans, bon, bah, il n'y a pas grand investissement. Au bout de 50 ans, il va falloir refaire des choses de fond. Donc il faut... Il n'y a pas que la peinture, il peut y avoir l'amiante et plein d'autres choses. Par exemple, et c'est arrivé. Ouais. Donc ça c'est normal, ça c'est en partie normal. Mais il y a une 33, partie c'est le arnaque. coup des Illuminati du 33e degré. Il y en a qui suivent. Hein. On a besoin de maçons aussi pour construire les hôpitaux. Ah, oh oh là là. Il n'y a pas de double sens dans ce que je viens de dire. Bon, bref.
Excusez-moi, je fais pas la promotion, d'accord, du tabac. Je fais pas la promotion du tabac, mais quand même, il y a quand même des triangles, même là. Il y a quand même des triangles partout, quoi. J'aime pas cette forme. Bon, mais Pythagore n'était pas franc-maçon, il adorait les triangles. Donc attention, ne soyez pas Non, mais conspirationniste c'est bon, du alors triangle. parle-moi de chips, quoi. Voilà. Non, mais le triangle, ça peut être super intéressant, quoi. On n'est pas obligé d'être Ouais, troisième. ouais, Fin de la parenthèse. ça va. Bon, alors une autre chose qui est intéressante, et vous savez, avec les constituants, on s'intéresse, quand on s'intéresse à la dette, aux intérêts de la dette. Donc là, on va pas faire de suspense. On a lu 2 articles hier. Comme ça va vous permettre aussi d'expliquer comment on fonctionne quand on cherche et que vous pouvez répliquer la chose. Quand vous connaissez rien sur le sujet, vous tapez dette des hôpitaux et vous avez différents articles de la grande presse. Ouais. Vous ne les rejetez pas, vous les lisez. Et vous en lisez plusieurs. Donc, premièrement, on a lu un article des Échos. En regardant bien la date. Ouais. Parce qu'on a vu différents chiffres sur la dette. Il y avait 33 milliards, il y avait 23 milliards, etc. Et on s'est rendu compte que les articles, en fait, des fois, qui étaient référencés sur Google Actualité, pour pas faire de la pub, sur Google, pardon, pas Actualité, en fait, dataient de 2017-2018. Donc, on vérifie bien que c'est 2019, ou en tout cas le plus proche, si on n'a pas d'autres sources plus proches que... Donc quand on a eu ce chiffre de 33 milliards, on a lu un article donc, des Échos. On a tapé intérêt de la dette des hôpitaux. On a lu un article des Échos, puis on a lu un article de BFM TV qui disait la même chose. Et ce qui disait la même chose, c'était 850 millions d'euros par an de frais financiers. Ok. Je traduis. On va passer à une autre feuille quand même, parce que sinon ça va embrouiller l'esprit des gens et j'ai pas envie. 850 millions d'euros de frais financiers, je traduis, 850 millions d'euros d'intérêt de la dette annuel. Et ça, vous savez que c'est important, ce mot, annuel. D'intérêt de la dette annuel. Voilà. Donc c'est chaque année, c'est pas une fois. Hein. Annuel. Féminin. C'est les intérêts annuels, donc avec un S. Avec un S, voilà. Les intérêts de la dette annuels. Donc ça, c'est important, c'est chaque année. Voilà. Donc ça, vous le trouvez dans la presse mainstream. Hein. C'est pas un secret de polichinelle, vous le trouvez en 5-10 minutes. Mais ce qui est intéressant, du coup, et ça c'est pour expliquer aussi la méthode de travail, c'est qu'en fait, les 2 articles qui concordaient, les Échos, BFM, citaient une source, le fameux rapport de la Cour des comptes de février 2018. Donc on a été à la source directement, et c'est là qu'on a eu toutes les informations qu'on va vous donner. Ce qu'on vous dit là, c'est officiel. Simplement, on met pas de l'avant ce travail qui a été fait par la Cour des comptes pour expliquer après le détail de l'arnaque. C'est ça qu'on va vous développer. Mais ça, c'est ce premier chiffre déjà. Alors pour ceux qui ont du mal avec les chiffres, je vais vous donner un moyen mémotechnique de se souvenir. 850 millions d'euros d'intérêt de la dette, c'est ce que les hôpitaux ont payé cette année, et ce qu'ils paieront au moins l'année prochaine, de charge de la dette. Très bien. L'année prochaine, il est prévu que l'État français donne moins d'argent à l'hôpital public. Combien ? 800 millions d'euros en moins dans l'enveloppe budgétaire des hôpitaux. Donc 850 millions, c'est les intérêts de la dette. C'est également l'argent en moins donné aux hôpitaux pour l'année prochaine. Ouais, ça peut permettre de se souvenir que c'est le même chiffre, 800-850 millions. D'accord. Donc on leur permet pas en fait de... Au moins. On leur permet pas en fait de rembourser malheureusement les intérêts de la dette. Alors les intérêts de la dette, c'est obligé d'être remboursé. C'est le capital. Ah, c'est le capital à investir en fait qui va être impacté. C'est pour ça que je disais que les constituants, nous on se concentre sur... Quand on parle de la dette, on parle de 2 choses. C'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Le capital et les intérêts sur la dette. Donc la dette globale des hôpitaux publics, 33 milliards. Les intérêts annuels, ce qu'on paye, parce que l'hôpital public c'est nous. C'est ça. C'est pas le médecin qui paye. On en paye dans tous les sens. Heureusement d'ailleurs. 850 millions d'euros pour l'année 2019. Quasiment 1 milliard. Ok. Les gars, voilà. Donc dans ce rapport... Ça, je pense que déjà, là-dessus, on pourrait quasiment arrêter le live. Déjà, on a dit pas mal de choses. Mais en fait, vous allez voir après dans les détails. On va devoir aller dans les détails. Oui. On va devoir se concentrer sur les détails. Voilà. Qu'au final, je peux dire déjà la conclusion du live. Excusez-moi, je me rassieds bien. Hop. Je peux déjà dire la conclusion du live. Je peux me permettre de commencer par la fin. Non. Mais non, ça crée pas de suspense. Pas de suspense. Arrête. Storytelling, communication. Ah. Ok.
Non, mais en fait, je pense que pour certaines personnes, oui, c'est important de savoir en fait la finalité des choses. Mais c'est bien de développer dans le sens où en fait les gens doivent vraiment comprendre. Oui, oui. C'est ce que je te disais tout à l'heure en fait, et ce que je vous disais à vous aussi, c'est que pour comprendre ce qui se passe, il faut comprendre pas que les grandes lignes, il faut comprendre aussi les petits astérix. C'est ça. Et Parce c'est que ce qu'on a sinon, fait, en fait, quand vous êtes en manif ou n'importe quoi, et qu'en fait vous avez envie de dire les choses, de dénoncer certaines choses qui sont injustes, il faut savoir argumenter. Voilà. Donc avec juste des mots-clés, des phrases clés, des chiffres, etc. Ouais. Qu'on vous met à disposition, voilà, vous pouvez le faire. Oui, on mettra à la fin de ce live Bien sûr. le document Word que tu as filmé au début, où il y a tous les chiffres, tous les éléments avec les sources. On mettra ça sur la page des Gilets jaunes conscients 93 si vous voulez refaire ce travail. D'abord, on va pas dire tout le détail, on va dire une partie du détail qui me semble le plus croustillant. Mhm. Mais déjà, pour poser la solution sous forme d'une question quand même, est-ce que quand la Banque de France était une banque publique qui prêtait à 0% à l'État, vous imaginez que les hôpitaux publics empruntaient à des banques privées ? Point d'interrogation. Je crois que vous avez compris à peu près la réponse. Et donc ça, c'est quelque chose qui n'existe pas quand on prête à 0%. C'est les intérêts de la dette. Quand on prête à 0%, ça Donc n'existe vous pas. imaginez que 850 millions d'euros d'intérêts auraient pu être investis ailleurs, Ouais. finalement. Déjà dans l'hôpital. Ailleurs dans les services, parce Oui, qu'il y a oui. des maternités fermées, Voilà. etc. Donc, Donc ça résout pas tout le problème parce que la dette c'est quand même 33 milliards, oui. c'est pas 850 millions. Mhm. Mais voilà, toujours ces Je intérêts suis de la désolée, dette, avec 850 millions d'euros, tu t'en fais des choses. Hein. on en Et fait. sachant que ça, c'est que 1 an. C'est un an. Donc ça représente Bah. ça multiplié par combien en année d'ailleurs, à peu près. Pardon ? Tu multiplies ça par combien d'années? 850 millions d'euros fois combien d'années? Mais c'est ça le truc, c'est À peu près. tant que t'as pas remboursé la dette. Donc l'intérêt des financiers, c'est Mais que tu ne justement, rembourses quand pas ça la a dette décollé 2002, depuis 2002. 2002, on est en 2019, 17 ans. Ouais, alors sûrement À qu'en peu 2002, près, hein, les intérêts étaient c'était moindres. pas autant. Parce Oui, que la bon. somme était moindre. Bon. Mais oui, ça court et Même- ça augmente chaque année. Voilà, on va C'est le dire- même principe que la Allez, dette je publique. vais être gentil. Je vais faire une moyenne de 500 millions. Ouais. Sur 17 ans, 500 millions. Voilà. Ben, on a déjà l'idée. Putain. Ça fait plus de 5 milliards. Attends, 5 milliards, je suis désolé, tu fermes pas des maternités, Ça t'as fait pas 8 du personnel milliards. en déjà. moins, t'as du personnel en plus. Ça fait 8 milliards. Ouais. À peu près. Purée. Et bien ça c'est un premier élément, déjà si les gens avaient ça en tête, ils pouvaient le noter en plus, parce que c'est la dette de l'État, et là c'est la dette des hôpitaux publics. Mhm. Si les gens avaient ces chiffres-là, les 2400 milliards, 100% du PIB, d'une part, charge de la dette 40 milliards plus ou moins, 39 milliards cette année, l'année dernière 41,2 milliards, donc Mhm. les intérêts de la dette. Hein. Quand je dis charge de la dette, c'est intérêt de la dette. Et à côté, nouvelle rubrique hôpital, 33 milliards dette globale, 850 millions, charge de la dette. Voilà. Déjà, si les gens peuvent avoir ça en tête, c'est super. On aura déjà fait pas mal du boulot. Alors, il y a deux questions, je me permets, hein, parce que Ouais. du coup, je pense que c'est bien. Mhm. Nain, sur les 1,5 milliard de rachat de la dette, il y a des intérêts dedans alors? Ah, ça, c'est une bonne question. Oh, je la... Naine, c'est ça le nom? Nain, Je mets la question là. si dans je le mon prononce cerveau. bien, hein, désolé. Nain. Hein. Je mets cette question-là dans mon esprit, dans notre esprit, parce qu'on va donner les éléments y permettant d'y répondre. Alors, il y a, Mais par contre, il y a une autre question aussi. Ouais. Donc de Jess, ou Jessie, je sais pas Mhm. comment ça se prononce. N'oublie pas les 10 milliards repris par l'État dans tes calculs. Ouais. Ben merci à Nen et à Jess. Alors il faut expliquer un truc. Alors je suis désolé, on est obligé d'amener un nouvel élément que normalement en fait tout à chacun on devrait comprendre ça. Qui est plutôt une bonne nouvelle, hein. Mhm. Mais qu'en fait les médias et même à l'école on n'a pas fait le travail d'expliquer aux gens. Ouais. Pour le dire rapidement, en 1945, les résistants ont dit voilà, en plus de l'État, qui est un outil normalement au service du peuple, de l'intérêt général, du bien commun, etc., Ouais. on va inventer un nouvel outil qui Mhm. n'est pas l'État, qui Mhm. est indépendant de l'État, qui s'appelle la sécurité sociale. Cette sécurité sociale, c'est un outil au service de la santé des travailleurs et des travailleuses, et elle va être gérée, l'argent, combien on ponctionne et comment on redistribue, ça va pas être géré par l'État, ça va être géré par les travailleurs eux-mêmes. Donc jusqu'ici, la sécurité sociale est gérée par le patronat
et les travailleurs, ceux qui contribuent. Vous avez un salaire brut, vous avez un salaire net. Une partie de ce salaire brut est prélevée pour financer la sécurité sociale. C'est pour ça que quand vous allumez les médias, ils vous parlent du projet de loi de finances, budget de l'État, et le projet de loi de finances de la sécurité sociale, qui est autre chose, qui finance la sécurité sociale. Donc quand, effectivement, Jess nous explique ça, 33 milliards, 10 milliards, à peu près 10%, on va pas chipoter, est récupéré par l'État, qu'est-ce que ça veut dire? Comme a très bien expliqué Louis, qui lui-même n'avait pas bien compris le truc, mais une fois qu'il a compris, il a très bien résumé devant BFM TV il y a quelques jours, Louis, constituant 91. Vous payez avant de la poche gauche, ben maintenant, vous allez payer de la poche droite. La poche gauche, c'est quoi? C'est vous en tant qu'assuré social. Hein. La poche droite, c'est vous en tant qu'État. Parce que l'État, c'est pas Édouard Philippe et Emmanuel Macron, hein, c'est le contribuable. Donc, effectivement, ça change rien sur le fond. Ça change rien sur le fond. Et surtout pas dans les conditions de travail du personnel soignant. Absolument rien, non plus. Maintenant, l'autre question, effectivement, qui est posée par l'internaute, Nen, de mémoire, c'est effectivement les intérêts de la dette. Est-ce que le fait que ce soit l'État qui reprenne, ça change quelque chose? Bien, j'ai la réponse. Non. Absolument rien. Parce que vous avez déjà des articles qui sont sortis sur comment les banques réagissent par rapport à cette nouvelle. Je vous laisse consulter. Je n'ai pas regardé dans le détail, donc je ne vais pas me permettre de développer là-dessus. Mais en gros, ça ne changera rien. C'est-à-dire on continuera à payer 850 millions en tant que contribuable. Et putain... Enfin, une partie, parce que ça, c'est sur l'ensemble. Et c'est seulement un tiers, un peu moins, qui a été récupéré par l'État. Mais sur le fond, ça ne change rien. C'est un effet d'annonce. Ok. Voilà. Mais c'est très, très bonne question. Mais c'est compliqué à comprendre parce que sécurité sociale, État, c'est pas la même chose. Et dans la communication gouvernementale, dans les médias, ils ont tendance à soit pas bien expliquer, soit à faire comme si c'était la même chose. Ça n'est pas la même chose. Ok. Voilà. Moi maintenant j'ai une question. Le nombre en pourcentage d'hôpitaux déficitaires Ouais, donc, qui sont dans la merde. Voilà, parce que moi je résume comme ça. Ouais. Ah, ça peut être un petit déficit, un moyen déficit ou un gros déficit, et un gros déficit sont dans la merde. 48%, un hôpital sur deux. Mais alors je te pose la question, combien d'hôpitaux publics en France? 1300. 1300. Donc quand on dit 50% des hôpitaux, 48%, sont déficitaires, sur 1300, c'est la moitié, c'est à peu près. Voilà. Donc ça fait 650. 650. Maintenant, il y a un autre chiffre qu'il faudrait rajouter pour se rendre compte des choses. Attends, j'écris. Ouais. Ça, c'est le nombre total. Voilà. Total des hôpitaux. Ouais. Et il y a autre chose qu'il faudrait rajouter comme chiffre pour commencer à se rendre compte environ, des choses. Hein. Ouais. Parce que c'est 48%. Donc presque la moitié. C'est un peu moins. C'est plutôt 620, 630. Ok. Et l'autre chose, c'est que, ça c'est ce qu'on a trouvé dans le rapport de la Cour des comptes, 319 hôpitaux publics sont en endettement excessif. Ils sont vraiment dans la merde. Donc là-dedans, quoi. Donc c'est ça, c'est sur les 650, 319, donc la moitié de ceux qui ont des difficultés sont vraiment dans la merde. Ils appellent ça endettement excessif. Alors là, je pense qu'on va pas le développer ici, mais si pour ceux qui veulent vraiment regarder, donc c'est les 13 pages du rapport de la Cour des comptes, ils expliquent dedans qu'est-ce qu'ils entendent par endettement excessif. Il y a des critères. J'ai une question lambda comme ça, mais bon, j'espère que tu peux me... Non. Moi, je suis nulle en géo. Il y a combien de villes en France? Oula, 35 000 communes. 35 000. De toutes les tailles. Ok, 35 000, ok. Est-ce que dans chaque commune, il y a un hôpital? Non. Non, parce que sur le principe, il y en a 1300. Alors ça, oui. Parce que j'ai envie de savoir la part d'impact que ça a pour chacun, en fait. Parce que les personnes qui sont sur le live, il y a des personnes qui sont à Paris, il y a des personnes qui sont à Lyon, il y a des personnes qui sont à Carpentras, j'en sais rien, à Metz. J'ai pas la réponse à la question. La question est légitime, mais j'ai pas la réponse à la question. Par contre, j'ai un élément qui permet d'avoir une idée de l'ensemble. C'est qu'il y a deux régions qui sont pas mal affectées plus que les autres
par cet endettement Excusez-moi, excessif. j'essaye de vous dessiner la France. Hein, voilà, hop. Ouais. Hop. C'est... Voilà. Bon, il y a les dom-toms aussi, Ouais, hein, ouais. mais bon, voilà, on va dire France C'est- métropolitaine. Ça veut pas dire que les autres régions n'ont pas un problème, mais les premières des régions métropolitaines qui ont un problème, c'est Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, c'est par là. Auvergne-Rhône-Alpes, c'est plutôt vers là. Oh, je suis nul, les gens, excusez-moi. En gros, Clermont-Ferrand, Lyon, Bah, Lyon, c'est Saint-Étienne. par là. Saint-Étienne. Ouais, ok. Voilà. Oh, ça va. Et l'Occitanie. Et Donc, l'Occitanie, la grande c'est là. région, voilà, en gros, c'est ça. Qui va jusque là même, quasiment. Ok, bon, ça Grande va. Bon, attends. région. Donc voilà. Alors, J'essaye de vous faire C'est un pas- truc, hein, c'est l'intelligence visuelle. Hein. J'essaye de. Voilà. Bon, on va dire c'est ça, d'accord? C'est bon. voilà. C'est Allez. les deux principales régions, oui, où il y a des hôpitaux en endettement excessif. Voilà. Donc, voilà. Eh bah merde. Excusez-moi du grand mot. Ça m'embête bien pour eux. Ça Ouais. m'embête bien pour eux. Ok. Voilà. Bon. Maintenant que ça c'est dit. Alors, maintenant on va rentrer dans les détails et vous allez voir là. Que ça fait Comment- mal à la tête. Ça. Allez. Donc, non. Comment en fait le monde financier, l'oligarchie financière, se fait de l'argent sur le dos des hôpitaux publics de manière vraiment cynique J'irai même plus loin en fait. Sur la santé des gens. sur la santé des gens. Bah ouais. Ouais. Parce que les hôpitaux ça touche la santé. Voilà. Et oui. Tout à fait. Alors, heureusement, ça a tellement gueulé du point de vue de la direction de l'hôpital que le gouvernement a dû mettre la holà là-dedans. Mais jusqu'en 2016, Mhm. 10% de l'ensemble des emprunts des hôpitaux, c'est des emprunts toxiques. Jusqu'en Donc, 2016. Je me permets, il faut que j'écrive en même Ouais, temps. bien Comme sûr, ça les bien gens sûr. ont un visuel. Comme ça, on a le temps, etc. Je t'écoute. Alors, jusqu'en. En 2016, pas jusqu'en 2016, en 2016, Hop. voilà, en 2016, 10% de l'ensemble des emprunts, 10% de l'ensemble des emprunts On est en cours là les gens. égale emprunt toxique. On va mettre entre guillemets emprunt toxique. Emprunt toxique. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un emprunt toxique? C'est très simple, c'est un emprunt à taux variable. C'est-à-dire le taux d'intérêt auquel vous allez rembourser Mhm. n'est pas fixe, mais il est variable. Variable en fonction de quoi? Alors, imaginez, vous êtes à Alors, l'hôpital. moi, j'explique aux gens avec juste du visuel. Ouais, Variable pour le taux. Voilà. D'accord? En Tout à fait, fait. le taux, il fait ça. Hop, hop, Voilà. hop, 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 hop. Ben voilà. Voilà. Alors, par exemple, ça... Il est pas régulier. Voilà. Par exemple, ça pourrait être le prix du baril de pétrole. Ah! Ça pourrait être la différence de la convertibilité, ils appellent ça, la Oh différence là là, entre- je m'as perdu là. Du calme. Calmaté. N'ayons pas peur des gros mots. Bon, colmaté. Donc On y va. c'est pas une conversion sexuelle que je parle de convertibilité Oh là là. des taux. Non, je plaisante. La différence entre le franc suisse et l'euro, par exemple. Ouais. Voilà, la convertibilité entre les monnaies, Mhm. ou entre le dollar et l'euro. Mhm. Ça, ce sont des choses d'ordre de marché financier. Mhm. Bah, en fait, certains emprunts Ouais. prêtés aux hôpitaux, 10% du total en 2016, Mhm. étaient des emprunts à taux variable indexés sur ce genre de choses. D'accord. Au moment de la crise financière, 2008-2009, Donc, ces tac, taux tac, ont tac, 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 bondi. tac, 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 ont tac, tac. bondi. Du coup, certains hôpitaux, dont l'hôpital de Saint-Étienne, s'est retrouvé avec des taux d'intérêt annuels, hein, annuels, déjà c'est un problème, mais bon, taux d'intérêt annuel de 3-4%, 22%, 26%, 24% de taux d'intérêt annuel pour rembourser un emprunt à taux variable. Ça a été tellement un scandale, tellement un bordel, et ça a foutu des hôpitaux tellement dans le bordel, que le gouvernement, depuis, en 2016, a fait adopter une loi qui interdit désormais à n'importe quel hôpital de France d'emprunter à des taux variables. Mais jusque-là, les hôpitaux ont emprunté à taux variable à qui? À des banques, Mhm. qui étaient plus que consentantes. Donc, les banques se sont fait du fric sur le dos de nos hôpitaux. Alors, quand on dit 10%... Alors, quand on dit banque, on dit bien banque privée. banque privée. Ah.
Bah oui, parce que oui. Ah bah oui. Encore une fois, si c'était une banque publique qui prêtait à 0%, elle ne se permettrait pas de faire ce genre de pratique, puisqu'une banque publique et l'hôpital public, Ça c'est travaille le même ensemble. intérêt. Bah bien sûr. Donc normalement, la banque publique, elle n'arrête pas l'hôpital public. Mhm. 10%. Maintenant, ça a dégringolé, puisque c'est interdit par la loi depuis 2016. Maintenant, il y a encore 5% quand même de l'ensemble des 33 milliards. N'hésitez pas à partager le live, petite parenthèse, pour informer les gens. Donc sur les 33 milliards actuels, il y a encore 5%, c'est-à-dire si je ne m'en mets pas les pinceaux, 1,7 milliard, c'est des emprunts à taux variable qui... Ça, c'est le premier élément qui montre comment les banques se foutent de notre gueule et jouent avec notre santé, clairement. Mais jusqu'en 2016, ou en 2016, c'était 10%. Ça, c'est le premier élément. Mhm. Là, il faut le deuxième élément, on va encore dans les détails. Ouais. Vu que c'était tellement le bordel, Oui. que des hôpitaux étaient au bord de la faillite à cause de ces conneries-là, Mhm. c'est ce qui explique le rapport à la Cour des comptes. Ils ont mis en place, c'est le gouvernement, un fonds de soutien pour aider les hôpitaux à payer ces emprunts toxiques. Ok. Et dans le rapport de la Cour des comptes, ils donnent quelques éléments, mais pas tous. Et nous, avec Chat Noir, hier, on a pris 3 heures en tout, mais on a cherché le détail de ce fonds de soutien. Qui a payé? Alors, attention, ça va faire mal au cul. Il y a trop de... Alors, en gros, ce fonds de soutien, il faudrait faire voir que tu les... ouais, voilà. On va prenez le temps de regarder tout ça. Donc, en 2015, c'est pour ça que je voulais... Voilà, 2015. Création d'un fonds de soutien pour aider les hôpitaux à payer les emprunts à taux variable. Les emprunts risqués ou les emprunts, moi j'appelle toxiques. Donc, ce fonds, il a une enveloppe de 400 millions d'euros. D'où vient cet argent? Premièrement, 75 millions de vous, mesdames et messieurs. Vous avez aidé payer les hôpitaux à payer l'arnaque. 75 millions par assurance maladie. Les assurés sociaux, c'est vous, les gens qui travaillent. Mhm. Hein? Une partie de votre différence entre le salaire brut et le salaire net, une partie faible, c'est vrai, 75 millions, c'est à l'échelle de l'ensemble des travailleurs français, il faut être honnête, c'est pas beaucoup. Mais quand même, C'est un montant. c'est quand même un montant. Préférer 75 millions d'euros pour les SDF Ouais. dans nos rues. C'est ça. Ou les gens qui sont isolés à la campagne, qui ne sont pas forcément SDF, mais qui sont isolés, qui ne peuvent pas payer le chauffage, etc. Bah, au lieu d'envoyer aussi des personnes en EHPAD. Oui. Bah attends. Mais en tout cas, voilà. Ou même en EHPAD, à la limite, Voilà. au moins soigner, quoi. Non, ces 75 millions ont été donc payés par nous pour aider les hôpitaux à payer des emprunts toxiques à taux variable, indexés sur le prix du baril de pétrole, par exemple. Donc on est bien d'accord, en fait, que les emprunts qu'ils ont contractés, c'est les directeurs d'hôpitaux, en fait. C'est pas le personnel qui a dit « Eh, salut, tu peux emprunter des millions d'euros pour faire ça alors qu'on t'a rien Alors, demandé ?» Comme le monde est bien fait, comme l'arnaque est bien faite, Ah. jusqu'en 2007, je vais résumer, hein, un hôpital était géré à peu près comme une université. C'est-à-dire, il y avait le directeur ou la directrice de l'hôpital, il y avait le personnel soignant, et même les représentants des usagers des hôpitaux. Mhm. Mais en gros, c'était une sorte d'assemblée générale, Mhm. où principalement le personnel soignant, Ouais. et le personnel administratif de l'hôpital, et le directeur, ou le directoire de l'hôpital, décidaient collégialement, D'accord. ensemble. Il y avait les représentants des usagers, mais bon, ce qui est, bon, à la limite ne me choque pas, ils étaient minoritaires dans la décision. Ils faisaient partie de la décision par vote, hein, Ouais. mais c'est surtout le personnel soignant et le directoire de l'hôpital. Ok. À partir de 2007, c'est le plan hôpital 2007 de Madame Bachelot, ancienne ministre de la Santé. Le directeur de l'hôpital, Pardon. c'est un peu comme le président de la République, il est exécutif. Mhm. Donc c'est, par exemple, pour revenir à nos histoires d'emprunt, jusque-là, le directeur ou la directrice de l'hôpital ne pouvait pas faire un emprunt comme ça. Il devait avoir la validation en assemblée générale. Depuis 2007, le directeur et la directrice de l'hôpital est seul responsable Décisionnaire. de ses emprunts. Mhm. Ça veut dire concrètement qu'il est tout seul face à des banques qui font des pressions. Bah ouais. Or, et c'est là qu'il faut relier les choses, comme nous a expliqué Florence, qui est infirmière à un hôpital psychiatrique à la PHP à Paris. Les directeurs et directrices d'hôpitaux, d'une part, ils sont formés dans des écoles qui pensent en termes financiers et administratifs et pas en termes de santé. Mais deuxièmement, ils ne sont pas là pendant des années et ils doivent faire face au personnel soignant qui pourrait réclamer. Non, ils sont là pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, puis ils partent. Ils vont dans un autre hôpital. Ils vont ailleurs. Or, les emprunts à taux variable,
l'intérêt. Bah, grosso modo, c'est exactement le même principe dans toutes les institutions publiques, même pour la SNCF. En fait, ils t'envoient des commerciaux, des personnes, des responsables qui n'ont jamais connu le terrain, finalement. C'est ça. Donc d'abord, ils ne connaissent pas le terrain, et deux, pour faire face à leurs responsabilités, au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, ils se cassent. Or, les emprunts à taux variable, pourquoi ? Eux, ils restent. Non. Ils restent. Ouais. Mais au début, c'est intéressant financièrement pour la personne qui fait un emprunt à taux variable. Parce que c'est en dessous des prix du marché les premières années. Vous avez par exemple un emprunt à 4%, on va vous proposer un emprunt à 2% sur des sommes importantes, donc c'est intéressant. Mais au bout de quelques années, et surtout au moment de la crise financière, ça a bondi. Donc au final, sur le long terme, c'était une catastrophe. Mais à court terme, pour le directeur ou la directrice de l'hôpital, et qui reste là 1 an ou 2 ans, il peut donner dans son bilan comptable, regardez, moi j'ai fait baisser la charge de la dette. En apparence. Donc, d'une part, le directeur ou la directrice d'hôpital se retrouve seul face aux banques, alors qu'avant c'était l'Assemblée Générale dans son ensemble. Et deuxièmement, en plus, les banques vont essayer de soudoyer en disant les premières années, vous allez avoir des taux d'intérêt plus bas. Et mais confiance, confiance en moi. Ouais. Fermons la parenthèse directeur d'hôpital. 2007, ça a donc changé la façon dont on gère l'hôpital. Mais 75 millions d'euros, donc sur les 400 millions du fonds de soutien pour aider les hôpitaux à payer la merde, 400 millions, 75 millions, ça vient de nous, l'assurance maladie. Voilà. 325 millions par le secteur bancaire. Ah, cool. Les banques ont payé. Alors, pas tout à fait, ou c'est plus compliqué. Ouais. Il faut suivre le raisonnement. Donc, sur ces 325 millions, d'abord, 45 millions viennent d'une seule banque qui s'appelle une société de financement locale. En fait, c'est l'État. Alors, il y a une banque qui est tombée en faillite, une banque franco-belge qui s'appelait Dexia. Cette banque qui est privée, qui était tombée en faillite, depuis 89 était privée, qui est tombée en faillite, était spécialisée entre autres dans les emprunts aux collectivités locales, les communes, les régions, les départements, et spécialiste aussi des emprunts aux hôpitaux. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Qu'est-ce qu'elle a fait cette banque Dexia ? Elle a prêté des emprunts à taux variable. Donc, cette banque qui est tombée en faillite a été rachetée par l'État belge et l'État français à 50%. Et la société qui s'occupe de racheter Dexia s'appelle la Société de financement local. Donc quand on dit 45 millions de la SFIL, c'est l'État, l'État français. Ok. Ensuite, 280 millions, ça vient de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, c'est toujours nous. En fait, c'est la CNAMTS a taxé les banques privées françaises, pas les banques privées américaines, allemandes, les banques privées françaises. Elle a taxé pour financer ce fonds de soutien. Et les fonds d'investissement. Et les fonds d'investissement français. Donc BlackRock n'a pas été taxé, parce que c'est pas français. Mais elle a taxé une petite taxe sur les banques privées. Ça, elle a récolté 280 millions d'euros. Et ces 280 millions d'euros, elle a donné donc au fonds de soutien. Ouais. Donc, on pourrait dire, pour l'instant, vous allez voir que c'est plus compliqué après. Mais pour l'instant, sur les 400 millions, 280 millions ont été payés par le secteur bancaire pour aider les hôpitaux à payer des emprunts merdiques. Mais ça veut dire quand même, vous avez compris, 120 millions, c'est de notre poche. Et comme dirait Louis, c'est la poche là. Oh purée, rien. L'assurance maladie. Donc, 120 millions du fonds de soutien pour aider à payer la merde, c'est l'État et l'assurance maladie. Donc c'est nous comme contribuables, c'est l'État, c'est nous comme assurés sociaux. Donc 120 millions, moi je pense toujours 120 millions, pensez au SDF, pour des centres, pour accueillir de manière digne, et puis même les centres actuels qui soient beaucoup plus dignes pour accueillir les SDF. Je pense à ça, sur le territoire français. 120 millions. Voilà, il n'y a pas que ça aussi. Il y a des personnes qui par exemple travaillent ou en mi-temps, ont des allocations, mais ces personnes-là, par exemple, elles n'ont pas de mutuelle, il faut qu'elles aient accès aux soins, ou leurs enfants, bien sûr, ou des personnes isolées aussi, qui ne sont pas forcément SDF. C'est un ensemble de personnes qui a besoin en fait d'aide. Non. Mais parce que 120 millions, c'est pas énorme à l'échelle du peuple français. C'est énorme pour un individu, pour nous. Mais à l'échelle du peuple français, c'est pas énorme. Alors que 120 millions... la plupart de ces personnes-là, j'ai envie de te dire, pas toutes, mais la plupart de ces personnes-là sont pas atteintes d'un cancer incurable. Elles peuvent être malades, voilà, il y a une carie, voilà, j'ai la grippe. Voilà. Des choses qui peuvent être prises en charge.
plus facilement avec ce genre de montant Bien quand sûr. même. Ben, surtout, cet argent-là n'aurait pas dû finir dans un fonds de soutien pour aider les hôpitaux à payer de la merde, des emprunts à taux variable. Ça ne devrait pas exister. L'État aurait dû être très sévère avec les banques en disant « Vous avez vendu de la merde aux hôpitaux, vous avez vendu de la merde aux communes. Ça, c'est pas... c'est immoral et c'est du coup illégal. Ça devrait être illégal. » Ben non, ils ont créé un fonds de soutien pour aider les hôpitaux à payer leur merde. Et 120 millions sur les 400 millions, ça vient de nos poches, de nous comme contribuables par nos impôts ou par notre cotisation à la sécurité sociale, l'assurance maladie. Mais pas pour tous les hôpitaux, mais quand même la merde, parfois on l'a retrouvée dans les plateaux, non? Enfin bon, pardon, désolé. Excusez-moi, autant pour moi. Non mais voilà. Alors, voici Donc là- un exemple de la liste des 10 principaux centres hospitaliers Je t'écoute, vas-y. qui ont contracté des emprunts risqués et qui ont fait appel à ce fonds de soutien et qui ont eu une aide du fonds de soutien. Ok. Donc, Je vous laisse découvrir en direct. peut-être donc, que ça c'est les concerne principaux, certains hein. d'entre vous. Donc, il y a Voilà. Mayotte, 33,3 millions d'euros. Juvisy-sur-Orge, dans l'Essonne, 21,2 millions d'euros. Montreuil, 93. Chez nous, La Flèche, Sarthe-et-Loire. Meaux, 77. Institut de cancérologie de la Loire. Briançon, dans les Hautes-Alpes. Hautes-Alpes, pardon, il n'y a pas de liaison. Arras, dans le Nord. Roanne, dans la Loire. Saint-Dizier, dans la Marne. Donc en fait, ça fait un total de 188,1 millions d'euros sur les 400 millions d'euros de dotation, soit près de 50%. Donc juste avec les 10 qui sont cités là, c'est ça. les 10 centres Hôpitaux. hospitaliers qui ont bénéficié de cette aide, ça a représenté 50% des personnes qui ont bénéficié de l'aide. Voilà. Donc après, on n'avait pas justement le détail des autres qui ont eu peut-être des aides un peu moindres du coup, mais on n'avait pas ce listing-là. Alors juste une précision, j'ai fait une erreur, c'est ma faute. C'est pas le Nord, c'est le Pas-de-Calais. Désolé pour les Calédiens et désolé pour les nordistes d'avoir confondu ma gauche avec ma droite. C'est pas grave. Non, mais il y a des gens qui sont... Et ils ont raison, Et hop. c'est pointilleux. Voilà. Ok. Donc là, on descend. Alors, oui. Alors, Je vais peut-être qu'on peut me permettre de- revenir à... Je vais me permettre de lire ce texte et que tu expliques après. Ouais. Comme ouais, ça, parce que ouais, peut-être que ouais, les gens ouais, n'ont parce pas... que Là, il faut vraiment que visibilité. les gens se concentrent et prennent le temps de lire calmement parce que... Pour répartir les aides du fonds de soutien, le gouvernement s'est appuyé sur les travaux d'un cabinet privé au lieu de solliciter la Banque de France. Des hôpitaux ont renégocié leurs prêts à taux variable. 60 contrats ont été renégociés pour un montant total de 300 millions d'euros. Le but de la renégociation est de faire passer le prêt à taux variable à un prêt à taux fixe. Le coût de cette renégociation pour les hôpitaux et l'assurance maladie a été de 310 millions d'euros payés aux banques privées françaises. Vu que les banques privées ont dû payer une taxe à la CNAMTS de 280 millions d'euros pour le fonds de soutien aux hôpitaux, elles ont obtenu un bénéfice net de 30 millions d'euros. Donc 310 millions d'euros moins 280 millions d'euros. Vous regardez par rapport aux chiffres qui sont là. Hop. 30 millions d'euros net gagnés Par les banques. privés. À partir de 2016, plus de 3/4 des emprunts contractés par les hôpitaux ont été à taux fixe. Voilà, donc ça c'est quand même la bonne nouvelle, c'est que ça a été tellement un scandale qu'à partir de 2016, 2015 on met en place le fonds de soutien, 2016 dans la loi c'est interdit désormais qu'un hôpital emprunte à taux d'intérêt variable à quelconque banque. Peu importe la pression de la banque, etc. Le contrat, une fois qu'il est signé, il est annulé parce que la loi n'autorise plus. Donc ça c'est la bonne nouvelle. Voilà. Mais jusqu'à 2016, l'État a permis que les hôpitaux empruntent à des taux variables, donc de la merde, en boîte. Et une fois qu'ils ont constaté que c'était vraiment la merde et que ça gueulait vraiment fort dans les hôpitaux, etc., ils ont créé un fonds de soutien, en partie financé par nous, Voilà. pour aider les hôpitaux à payer. Ils auraient pu faire la pression sur les banques en disant « on ne paiera pas, c'est de la merde que vous avez vendu aux hôpitaux, on ne paiera pas, point ». Bah non, on va payer. Voilà. Alors,
sur ce que tu viens de lire. Je sais pas si tu veux le faire sous forme de question ou que je redise un peu ce qui a été dit. Je vais me permettre de demander aux gens s'ils ont des questions. Ouais, en fait. à la limite, on va partir de là. Ce serait bien. À la limite, c'est clair comme ça, mais c'est vrai que... Voilà. Donc en fait, les gens, je vais vous remettre le texte pour que vous puissiez le relire si vous le souhaitez. Et vous poser des questions, voilà. Alors pour ça, je peux juste faire une petite remarque. On t'écoute. En gros, et c'est pas stupide, des hôpitaux se sont dit, ok, on va aller voir la banque, et on va lui dire, écoute, tu nous as vendu de la merde. Mhm. Donc là, on a des emprunts à taux variable sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans. Mhm. On vient négocier. On veut maintenant que cet emprunt à taux variable devienne un emprunt à taux fixe. Et en gros, la banque, la plupart du cas, elle a dit, ok, je veux bien, à une condition. Comme tu modifies les termes du contrat pendant le contrat, bah, ça va te coûter une indemnité. Ah. Ça va te coûter du fric. Oh là 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 là. Et en fait, ces 60 contrats qui ont été renégociés, les banques ont accepté de renégocier, passer d'emprunt à taux variable à taux fixe, pour un coût total de 300 millions d'euros. C'est ce que les hôpitaux, c'est-à-dire nous, on a dû payer pour renégocier 60 contrats à taux variable. Attends, parce que là je remonte. Oui. Puisque, attends, il y a Anguille sous roche. Je remonte. 280 millions, ils sont là. Bah c'est ça. C'est-à-dire que c'est ça qui est à comprendre, c'est que d'un côté, les banques ont été contraintes par l'État à aider les hôpitaux à payer la merde. Ça, c'est une vraie taxe qui a été faite aux banques, réelle, 280 millions. Pour dire, ah bah quand même, ils ont payé. Oui, mais de l'autre côté, parce que... Et ils redemandent ça pour la renégociation. Pour la renégociation. Donc en fait... Donc d'un côté, ils gagnent 300 millions, de l'autre côté, ils perdent 300, 310, ouais, ok. 310, ouais, 310. 310, oui, ouais, c'est pas 300, c'est 310, ouais. On va le changer. Oui, puisque j'ai écrit le calcul. Non, mais c'est absolument exact. C'est faux, le 300 millions. C'est pas grave. Donc 310 millions d'euros qu'ils ont récupérés. Ouais. Sur les 280 qu'ils ont été obligés de donner, la taxe de verser, ouais. Voilà, en qualité de taxe. Voilà. Donc ils ont fait un bénéfice en fait. Un bénéfice net de 30 millions. Donc en gros, il faut se comprendre. Donc le bénéfice, je précise bien à vous qui regardez là, ouais. Le bénéfice était aux banques privées. Oui. Il n'y a aucun bénéfice pour l'État, il n'y a aucun bénéfice pour nous. Ah non. Nous, on s'est juste fait entuber. On peut dire qu'au final, dans l'opération, c'est nous, hein, nous, comme contribuables, nous, comme assurés sociaux, peu importe, nous, les gens, on a perdu 30 millions d'euros. Voilà. Mais attention, il faut le dire de manière différente, c'est qu'un voleur vous a volé, on constate le vol, on crée un fonds de soutien pour aider à payer les conséquences du vol, au lieu de mettre le voleur en prison. Parce qu'un emprunt à taux variable, ça veut dire qu'un hôpital a emprunté de l'argent, et de facto, il rembourse à un certain taux en fonction de fluctuations du marché. Ça, c'est la spéculation, c'est les jeux d'argent, c'est Goldman Sachs, c'est Lazare Frères, c'est Rothschild, c'est tous ces banques, BNP Paribas, Société Générale, qui jouent en bourse et qui définissent. Bah, ça détermine le taux d'intérêt auquel les hôpitaux... Donc en fait, des gens qui font mumuse avec l'argent des autres. Donc vous avez un voleur qui vole, au lieu de le mettre en prison, on va créer un fonds de soutien pour aider à payer les conséquences du vol. Et on dit au voleur, tu contribues quand même parce que tu as fait une connerie. Le voleur dit, ok, très bien, je contribue 280 millions pour vous aider à récupérer une partie du vol. Et puis pour la suite, pour les années qui suivent, je suis d'accord de renégocier le prêt et faire un prêt à taux fixe. Le prêt que je vous ai fait en tant que voleur. Voilà. Mais payez-moi quand même parce que voilà, ça va me demander du temps et de l'énergie pour réécrire les contrats. Ouais. Et là, vous me donnez 300 millions. 30 millions d'euros pour réécrire 30 60... millions de bénéfices. 30 millions d'euros pour réécrire 60 contrats. Voilà. 30 millions d'euros pour réécrire 60 contrats, les gens. Alors, il faut être juste avec soi-même. 30 millions d'euros par rapport à l'ensemble du peuple français. Par rapport à la dette de l'hôpital qui est de 33 milliards, c'est rien. Oui. C'est moins d'1% de la mais dette de l'hôpital. pour les gueux que nous sommes... Non, mais c'est pas ça. Mais attends, je suis désolée. Par principe. Mais même pour... le principe, évidemment, mais pour les gueux que nous sommes, même 1 million d'euros. Non, mais je dis juste un exemple. Gueux que nous parfois, sommes. Non, mais parfois même 100 balles. 30 millions d'euros, c'est ce que nous avons perdu. C'est peut-être les APL de 5 euros, là. Ah. On nous dit de faire des économies, excusez-moi, de chandelle pour les 5 euros, mais ça détermine pour les gueux, les étudiants.
Et on parle de la précarité étudiante. 5 euros, ça peut être déterminant. Le délire de la fausse sceptique de la sécurité sociale. Ah, pardon, le trou de la sécu, et soi-disant les 1 euro qu'on vous ponctionne pour chaque acte. Voilà. Au Donc, nom de quoi, purée? pour Au ceux nom qui de ont quoi? suivi, qui sont les profs de maths du live, vous avez d'un côté les 110 millions qu'on a payés dans le fonds de soutien. Vous vous rappelez? Les 45 millions de l'État, les 75 millions de l'assurance maladie. Plus à ça, les 30 millions qu'on a perdus dans l'opération. Donc on est déjà à 140 millions d'euros qu'on a perdus sur cette opération. On a vendu de la merde aux hôpitaux. On parle juste de 10% des emprunts des hôpitaux. Heureusement, on est passé à autre chose, mais on est passé à autre chose. Entre-temps, on a perdu en gros 150 millions d'euros, quoi. Et encore une fois, 150 millions d'euros, vous réfléchissez du point de vue d'une urgence sociale, quelle qu'elle soit, des mères célibataires qui se retrouvent avec des enfants et qui sont divorcés et qui ont un seul travail et qui sont dans une situation très compliquée en termes de trouver un logement, de vie dignement, de s'occuper de leurs gamins. Vous pensez aux SDF, vous pensez à des gens fragilisés qui ont besoin d'un coup de main à un moment donné pour rebondir. 150 millions d'euros. Vous pensez à cette question de l'APL de 5 euros qui a été baissée. Bon, bah vous avez une idée. Ça, c'est une perte sèche. En plus des 850 millions d'euros d'intérêt de la dette qu'on paye chaque année. Donc là, on a obtenu 1 milliard. 850 plus 150. Donc vous voyez comment on est dans une soumission de nos institutions, comment nos institutions sont soumises à cette oligarchie financière. Même sur des choses comme ça, ouais, on est vraiment dans... Bon, la bonne nouvelle, c'est que c'était tellement un scandale, c'est tellement gros. C'est dans les hôpitaux, les personnels soignants, les directeurs d'hôpitaux, les directrices d'hôpitaux, tout le monde, même dans les ministères, ils ont dit c'est de la merde. Donc à partir de 2016, c'est fini. Mais on est passé donc de 10% des emprunts à des taux variables, maintenant à 5%. Et d'ici 2022, c'est ce qui est estimé, on sera passé à 0%. Voilà. Ça sera fini cette merde. Donc pour précision pour les gens quand même. Voilà. Hop. Ben oui, on a trouvé les articles. Les articles D 6145-71 et D 6145-72 du Code de la santé publique interdisent désormais le recours par les hôpitaux aux emprunts à taux variables. Voilà. On précise risqués, parce que justement en taux variable c'est des risques, et les risques c'est dans le délire de la spéculation. Voilà. On n'en veut pas. Donc je crois que là on a fait pas mal le tour de la question sur qu'est-ce qu'on entend par la dette des hôpitaux, qu'est-ce qu'on entend par les intérêts de la dette des hôpitaux, et qu'une partie... Jusqu'en 2016, 10%, c'est des emprunts de merde qui nous ont coûté la bagatelle somme de 150 millions. En plus de ce que nous coûtent toujours les emprunts à taux fixe, mais à des taux d'intérêt usuraires, puisque la Banque de France n'est plus publique et ne peut pas prêter à 0% à l'hôpital public, les 850 millions d'euros par an. Donc là, en fait, par rapport à tout ce qui a été expliqué dans ce live, si moi je débarque de nulle part et j'ai écouté le live, comment tu relis, parce qu'il y a des personnes qui sont peut-être arrivées après, comment tu relis tout ce qui vient d'être dit là, à ce que les gens, les personnels d'hôpitaux, pas que, mais voilà, même certains directeurs, etc., ou directrices, font au niveau de leur mobilisation. Par exemple, le comité interhospitalier, etc., enfin interhôpitaux, pardon. Comment tu relis l'ensemble? Parce que c'est important, en fait, de relier les choses. Tout à fait. Donc, la première chose qu'il faut dire, c'est qu'il y a une marge de manœuvre qui devrait exister. C'est 800 millions en plus dans les hôpitaux de manière immédiate. Le jour où on renationalise la Banque de France, c'est 800 millions en plus, dès l'année suivante, en plus, qui ne va pas partir dans les intérêts de la dette, qui ne va pas payer par les hôpitaux, mais qui va aller pour le personnel soignant. Ça, c'est immédiat. Ça ne suffit pas, mais c'est immédiat. La deuxième chose, c'est que l'argument selon lequel, comme il faut rembourser la dette des hôpitaux, il faut baisser les dépenses publiques, il faut être plus compétitif, plus efficace dans l'hôpital, c'est au nom de cet argument-là que le nombre de lits a été divisé par 10 dans la même période où la dette de 2002 à 2019 a été multipliée par 4. Parce que l'idée derrière, c'est de dire des lits vides, c'est inefficace. Mais l'idée d'un hôpital, qui n'est pas une idée, qui est une évidence, c'est que vous ne pouvez pas anticiper une catastrophe comme celle de Rouen. Vous ne pouvez pas anticiper une catastrophe naturelle comme ce qui se passe dans le Var. Vous ne pouvez pas anticiper toujours de manière tendue, à flux tendu, le même nombre de lits d'hôpitaux que les besoins en général au quotidien.
Donc vous devez avoir une marge de manœuvre. Donc vous avez des lits en plus. Ce qui était la politique dans les années 70, 80, 90 dans l'hôpital public. Donc face à une urgence, on était capable de faire face. Face à un afflux plus important de personnes, on a dû faire face. Or, qu'est-ce qui s'est passé dans notre pays? De moins en moins de médecins dans les campagnes. Donc de plus en plus de gens qui vont à l'hôpital parce qu'ils n'ont pas le choix. Oui, oui. De plus en plus de médecins qu'on connaît moins, qui est moins le médecin de famille. Du coup, qu'on ne peut pas appeler sur son portable le week-end, etc. Donc on va aux urgences. Je me permets, hein. Ouais, en fait, il faut bien expliquer que tout est relié. Pourquoi? Parce qu'en fait, si les médecins se cassent, c'est que parfois il y a moins de clients. Oui. Parce que moi, je dis client, je vais pas dire patient, je vais dire client. D'accord. Là, je fais la connasse, d'accord? Je fais l'oligarque. Qu'est-ce que je fais, moi, en fait? Il y a les petits commerçants qui font leurs trucs made in France, qui sont super bien, mais ça a un coût. Donc forcément, tu baisses les revenus des gens par rapport à tout ce qui s'est passé depuis le changement de monnaie, etc. Ça a un coût, les gens peuvent pas trop se le permettre. Et puis moi, en tant que connasse, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je vais te mettre un centre commercial. Ben oui. Et puis en plus de ça, tu vas être le consommateur, mais tu vas aussi être l'employé, puisqu'il n'y a plus de taf. Ben oui, c'est ça. Donc tu es obligé de t'éloigner. Donc en fait, tu as envie même de déménager. Oui. Donc il y a moins de clients pour les médecins qui partent, sachant que c'est quelque chose de primordial. C'est général. Il y a ça, il y a le boulanger, il y a le boucher, il y a plein de choses en fait finalement. En fait, vous avez un... Oui, c'est ça, c'est général. Un rapport domino négatif. Oui, c'est ça. C'est, on pourrait dire, le cercle vicieux du désaménagement du territoire. Oui. Vous avez moins d'usines, moins d'emplois, moins de services publics, délocalisation, moins de médecins, et tout ça, en fait, se nourrit malheureusement dans un cercle vicieux. Ouais. Mais en tout cas, in fine, de plus en plus de Français et de Françaises vont à l'hôpital. Est-ce que je peux faire une toute petite parenthèse? Ouais. Ok. Là, je parle à vous qui regardez le live. Je suis désolée de vous dire ça. Tout le monde a été conscientisé, et je le dis à chaque fois, tout le monde a été conscientisé pour être en mode je ne veux pas perdre de temps et je ne pense qu'à ma gueule. Je suis désolée de vous dire, même si vous n'avez pas le choix et qu'en fait il n'y a qu'un Carrefour, un Leclerc ou un Auchan ou je sais pas, comme supermarché près de chez vous, à Monoprix, n'importe quoi, je suis désolée, n'alimentez pas le chômage, n'allez pas vers les caisses automatiques. Voilà, c'est ma parenthèse, je suis désolée. Parce qu'en fait, tu supprimes plusieurs emplois pour un seul emploi d'un mec qui va rester devant toutes ces caisses automatiques au cas où ça tombe en panne. Mais au final, il y a des personnes qui perdent leurs emplois. Je sais pas, c'est un simple exemple, mais d'un truc qu'on peut faire soi-même comme ça. Et ça demande pas d'effort, ça demande juste de la patience. Là, on est dans les conséquences, c'est pour ça que je dis les conséquences. Oui, mais voilà, on peut essayer d'agir un tout petit peu. On peut agir au niveau des conséquences. Mais c'est complémentaire au fait qu'on retrouve une banque de France, une banque nationale, qui... C'est pas juste qu'elle prête à 0%, c'est qu'elle permet à l'État, aux institutions, de financer à long terme de l'aménagement du territoire et de développer l'économie. Les infrastructures. Et voilà. Par ça aussi les emplois. C'est là, exactement ce que je voulais dire. Donc c'est pas contradictoire, c'est à deux échelons différents qui est complémentaire, conséquences et causes. Mais juste par rapport au personnel soignant, la deuxième chose, c'est l'argument massu de dire vous devez être plus compétitif, vous devez être plus efficace à l'hôpital, avec des choses comme la tarification à l'acte, comme la performance, comme le fait que dans les EHPAD, là c'est pas les hôpitaux publics, mais bon bref, c'est les EHPAD qui peuvent être publics, les maisons de retraite, qui peuvent être publiques ou privées, le fait que vous devez vous faire une toilette en 10 minutes et pas en une demi-heure, donc vous n'avez plus le côté humain, relationnel avec la personne qui est très important, surtout que vous vous occupez de son corps, donc il y a quand même, on est dans l'intime, on est dans quelque chose d'important. Donc au nom d'efficacité, pour réduire la dépense, pour rembourser la dette, ça n'a plus valable. C'est la deuxième chose, on va dire, au personnel soignant. La première, 800 millions d'euros bouffée d'air immédiate, ce n'est plus les intérêts de la dette, il n'y a plus d'intérêt. Le jour où on a nationalisé la Banque de France et qu'on a fait le moratoire sur la dette. Deuxième chose, donc ça c'est immédiat, c'est direct, dans la poche du fonctionnement de l'hôpital. Deuxième chose, vous n'avez plus cet argument massu. L'argument, il est remplacé par autre chose, c'est l'efficacité à soigner le patient. Ça c'est le premier critère. Et c'est ce qui est critère d'un service public de santé qu'est l'hôpital public. L'hôpital public n'a pas pour but de faire du business sur le dos de la santé des Français. C'est de permettre aux Français et de Françaises de vivre en bonne santé. Et si je suis un brin cynique, mais en même temps montrer que l'efficacité existe aussi, les gens en bonne santé, c'est des gens qui vont au travail. Et c'est des gens qui contribuent par leur travail à l'efficacité de l'économie. Et qui ne tirent plus la gueule. Voilà. Alors évidemment, il n'y a pas que ça. Mais je suis désolée, si tu as une ceinture qui est serrée, qui se resserre, t'es pas à l'aise, tu t'étouffes. Donc moi je pense que le personnel soignant devrait s'accaparer cette question de la dette
le 30 novembre. Ouais. Surtout que l'État a voulu faire le malin, enfin le gouvernement, pardon. C'est pas l'État, c'est le gouvernement a voulu faire le malin en disant on récupère 10 milliards sur les 33 milliards de la dette. Bah, ça change rien, mais du coup, de facto, le gouvernement a mis la question de la dette des hôpitaux sur la table. Faisons de cette chose-là notre sujet en rappelant ce qu'on vient de dire ici. 850 millions d'euros d'intérêt sur la dette. Ça ne devrait pas exister. De 1945 au milieu des années 80, ça n'existait pas. Un service public qui est endetté, quoi. Avec le secteur privé. N'importe quoi. N'importe quoi. Et puis on voit bien que quand, en plus, le secteur privé, donc les banques privées, prêtent aux hôpitaux publics, un emprunt sur 10, c'était de la merde qu'ils ont vendu. Bah en fait, C'était de la merde. là, si de la merde en boîte. là, si je peux résumer comme ça, c'est comme si en fait t'es dans ta baraque, d'accord, t'es avec tes parents, tes frères, tes sœurs, tes cousins. Et puis en fait, quand t'avais besoin de sous pour faire tes trucs, bah tu demandais à tes parents de te prêter, tu leur rendais ce que tu leur avais emprunté. C'est ça. Et puis un mec qui te tapait à la porte un jour en disant Hé, je vais te prêter ça à toi, machin. Et en fait, à ce moment-là, juste en fait, tes parents ils ont décidé d'arrêter de te prêter, c'est juste en fait, il fallait que tu te démerdes. C'est même pire que ça, c'est qu'on interdirait tes parents de te prêter. Bah, c'est devenu dans comme la loi, ça. c'est devenu interdit. Bah ouais, c'est ça. C'est comme si tes parents n'avaient plus le droit de te prêter. Et s'ils te prêtaient, bah, ça coûtait vachement cher pour tes parents, quoi. Donc C'est du ça. coup, t'as pas d'autre choix que d'emprunter à des voleurs. Ouais. Puis en fait, tu peux pas emprunter ni à ton cousin, ni à machin, etc. Tu peux rien faire, en fait. Tu te fous dans la merde. Et puis quand t'es dans la merde, en fait, tes parents, tu leur dis Hé, je suis dans la merde. Et ben tes parents, ils disent Bah, ok. Point. Donc dans la logique du système, et on est au bout de cette logique, on est au bord d'un krach financier, il faut toujours le rappeler. Ouais. Donc ce système est à bout de sa propre connerie. Mais dans ce système, vous avez certains hôpitaux, j'ai pas les chiffres exacts, mais certains hôpitaux qui ont commencé à emprunter directement au marché financier, sans passer par les banques. C'est ça. C'est-à-dire d'émettre des titres financiers de l'hôpital, Oh là là. comme des bons d'État, comme des obligations d'État, des obligations d'hôpitaux, Oh, ça donne envie de vomir. pour que des financiers, des investisseurs privés, des investisseurs Non, c'est pas le dessert de la boulangerie. institutionnels, comme on dit, Financier. donc des individus, si vous préférez, ou des gens comme BlackRock, qui sont des fonds d'investissement, achètent ces titres d'hôpitaux. Est-ce que c'est. Enfin, Voilà. je sais que je te pose des questions connes, mais C'est c'est pas grave. minoritaire, hein. C'est, je crois, C'est moins à cause de 10 ça, en hôpitaux fait, que France, t'as qui l'ont fait. les financiers à la boulangerie ou pas? Non, mais ça vient d'où ce nom? Enfin, une pâtisserie, tu sais, enfin, je sais pas. Enfin, hein. Il y a d'autres pâtisseries qui faisaient un effet bœuf, quoi, que j'ai pas aimé. Mais financier, ça vient d'où, quoi? Enfin, ah, purée, j'ai envie de vomir. Oh, caca. Pardon, j'ai dit un gros mot. Les gens, vous avez des questions? N'hésitez pas, hein. Bon, pendant que vous posez vos questions, hein, allez, tant qu'à faire. Hop. J'attends les questions, donc... Oh, putain. Il m'emmerde ce dollar. La livre sterling. J'ai gagné, c'est la City de Londres. Allez vous faire niquer l'euro et le dollar. L'Empire britannique. Attends, à côté, il y a la Suisse. C'est quoi le signe du franc suisse? Ah, je sais pas. Je crois que c'est une double barre. France-Suisse. Bref. Donc, il y a une chose à retenir, les amis. Est-ce qu'on peut acheter une corde auto-variable? On va encore mettre de l'argent? Oh, oui, bon, c'est pour la bonne cause. Par principe, ça existe. C'est la bonne cause. Voilà, la longueur variable en fonction du coût. Bah, je remonte les commentaires pour voir si jamais il y avait des questions. Ouais. Alors, il y a Jess qui répondait, je pense, à Céline en disant « Et quand il n'y aura plus de caissières, que diront-elles » Bah, effectivement, en fait, il y a des personnes qui... n'ont pas fait forcément d'études et qui en fait veulent juste trouver le métier de caissière ou de caissier pour un mi-temps. Parce que Oui, voilà, bien sûr. parfois c'est des personnes isolées qui ont des enfants ou des parents
dont ils s'occupent. Et voilà, ils veulent trouver un emploi, parfois une journée complète, parfois c'est juste le matin ou le soir ou le week-end. Voilà, donc c'est des métiers où tu gagnes pas beaucoup. Moi, j'ai déjà fait staff, mais c'est pas un sous-métier. Alors, Et ça dépanne bien. Donc, je suis désolée, tu as ça. Plus, parfois, tu peux aussi bénéficier du Pôle emploi ou du RSA, etc. Mais voilà, c'est un métier, quoi. Si les personnes ont envie d'être productives à leur échelle, qui ne demandent pas des 1000 et des 100, mais qui veulent avoir déjà une activité, ça permet aussi de s'oxygéner le cerveau, quoi. Je suis désolée. Rester enfermé chez soi tout le temps, c'est malheureux. Tu pètes un câble, tu déprimes, quoi. Je sais pas. En fait, avant que d'autres questions arrivent, c'est quand même fou parce que si on regarde cette question de l'emploi, on a 3 choses qui montrent qu'on a un problème de fond. Il y a dans certains secteurs un manque d'emploi, donc il y a un nombre de chômeurs important et des chômeuses importantes. Oui. Mais dans d'autres secteurs, exemple l'hôpital public, les offres d'emploi existent, mais les gens ne veulent pas y aller parce qu'ils savent que c'est un boulot galère, mal payé. 97%, ça c'est une chose qu'on a lu dans le rapport de la Cour des comptes, on ne vous a pas parlé de ça, mais 97% des hôpitaux publics ont du mal à recruter dans des emplois comme infirmiers et infirmières. Avant, c'était Ils vont même classe aussi dans la d'être réquisition infirmier, des personnels. Ouais. Ouais. Et du coup, ils sont retrouvés à cette extrémité-là, Ouais. Mais 97% faut le des dire, hôpitaux faut le dire. ont des carences. C'est-à-dire qu'ils ont des offres d'emploi qui ne sont pas pourvues. Parce qu'en fait, les jeunes, ils ne veulent pas devenir infirmiers et infirmières. Et même les infirmières et les infirmiers disent à leurs enfants, ne faites pas mon boulot. Parce qu'il y a une dégradation des conditions de travail, de salaire. Ouais. Donc ça, c'est la deuxième contradiction. D'un côté, dans certains secteurs, il n'y a pas assez d'offres d'emploi et il y a plein de gens qui voudraient y travailler, mais il n'y a pas assez d'offres d'emploi. De l'autre, il y a assez d'offres d'emploi, mais les gens ne veulent pas travailler dans ces conditions-là. Et troisièmement, c'est l'exemple de l'agriculteur. Le type ou la nana, elle travaille, elle compte pas ses heures, elle est passionnée, mais elle s'en sort pas parce qu'il y a un système économique qui ne permet pas de vivre de son travail. Donc on est entre 3 étaux, quoi. Parce que derrière, c'est la loi de la jungle. Il n'y a pas de règle. Et ce qu'on a pu démontrer dans ce live avec cette histoire des emprunts toxiques, c'est que la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Et normalement, je dis bien normalement, selon la norme, l'État, qui est un des outils du peuple, doit faire respecter la loi, mais l'esprit de la loi. Aussi. Un emprunt à taux variable, c'est une arnaque, que ce soit un hôpital, un particulier, parce que BNP Paribas a vendu des emprunts à taux variable à des particuliers, ou à des communes, ou à des régions, à des départements. C'est le type, le banquier qui a vendu ça, il va directement à la casse-prison. Ou s'il ne va pas à la casse-prison, d'une part, il rembourse à l'institution ou à l'individu qui a déjà payé, et il fait soit de la prison, soit il fait des travaux d'intérêt généraux, etc. Ok. Bref. Dans les questions. Alors, tout à l'heure, vous parliez des hôpitaux qui empruntaient à taux variable. Maintenant, ils doivent emprunter à taux fixe. Oui. J'aimerais savoir si vous connaissez le montant de ce taux. En moyenne, c'est 3-4% annuel. Ok. Voilà. Question, le fonds d'aide, il a financé quoi? On ne sait pas. Du matos ou des intérêts? Alors, le fonds de soutien, exclusivement pour rembourser les emprunts. Donc, entre autres, rembourser les intérêts. Il a aidé, je pense qu'il a peut-être... Uniquement. Il a aidé à rembourser des emprunts, mais pas dans leur intégralité. Ah non. Juste les emprunts à taux variable. Les emprunts qui posaient problème. Donc, uniquement fonds de soutien pour ça. Question, faut-il dégager de cette Union européenne pour retrouver notre souveraineté et retrouver notre monnaie? Alors, la question est très simple. La souveraineté monétaire est aujourd'hui en contradiction avec l'Union européenne, c'est-à-dire depuis le traité de Maastricht. On pourrait critiquer avant le traité de Maastricht, mais avant le traité de Maastricht, avant 1992, c'était pas en contradiction. Depuis 1992, le traité de Maastricht, qui instaure la création de la Banque centrale européenne et de la zone euro, la souveraineté monétaire appartient à la Banque centrale européenne, qui est une banque de banquiers de facto, dirigée par Madame Lagarde. Donc oui, la souveraineté monétaire est en contradiction avec l'Union européenne telle qu'elle fonctionne. Donc au moins les traités depuis 92. Donc après, il y a différents débats. Il y a ceux qui disent on sort de l'Union européenne texto, machin. Il y a d'autres qui disent on renégocie à partir de 92. Bon, de toute façon... Est-ce que c'est... Tu peux me dire que non. Mais moi j'ai mon avis là-dessus. Mais... Est-ce que c'est logique en fait de dire aux gens
que du fait de l'Union européenne, On n'est pas souverain. on ne peut pas être souverain, tout comme les autres pays ne peuvent pas être souverains. C'est ça. Et autre chose, un autre détail qui a son importance. Les personnes, on va dire, la France par exemple, et allez, l'Italie. Oui. Ces deux pays-là veulent retrouver leur souveraineté monétaire, veulent renégocier, etc. Oui, oui. Mais en fait, on est dans une colocation. Donc en fait, si tout le monde n'est pas d'accord, on peut pas. Oh, si. Si tu as envie de mettre... Non, là je te parle en fait juste de la... Je vais te donner cet exemple-là. Oui. Salut, on est dans une colocation, Ah oui, ça s'appelle si tu veux l'Europe. changer la colocation et qu'ils sont pas d'accord, ça marche pas. Oui. Eh ben ouais, voilà. Donc, tu En peux fait, casser, par contre. non, t'as plusieurs chambres. Allez hop, ça c'est la colocation. Donc t'as la France, t'as l'Italie, enfin la Suisse, non, elle y est pas. La Belgique, l'Allemagne, Grèce. oui, à la Grèce, La le Lettonie, Portugal, la etc., etc. La Pologne, la Hongrie. Là, moi je vous l'explique avec mes mots. Mais finalement, s'il y en a un qui veut faire des travaux, c'est-à-dire renégocier quelque chose, ou même deux, mais que l'ensemble, parce qu'en fait on est combien là? On est 28? 28. Ok. Ah, maintenant il y a l'Angleterre en moins. donc, Ouais, non, mais on est 28. Sur 28 chambres. Hello. Deux personnes veulent changer quelque chose. Pourquoi les autres diraient bah ok pour vous? Pourquoi? Salut, je veux mettre une cheminée. Bah je suis pas d'accord. Salut, je veux prendre un frigo américain. Bah je suis pas d'accord. Salut, moi j'aimerais bien faire un jardin avec des potagers. Non, moi j'aime pas ça, ça ramène des bêtes. Mhm. On peut pas. Ah non. On peut pas. On est obligé de partir. On est d'accord. Parce que forcément, c'est pareil. S'il y avait, par exemple, la Grèce, parce qu'il y a une question que je vais te lire après. La Grèce, elle, quand elle a eu ses problèmes, en fait, tout le monde s'est serré la ceinture Ouais. pour l'aider. Non, mais Mais on leur a pas laissé le choix. faut pas me convaincre de sortir de l'Union Européenne. Mais c'est pas- on leur a pas laissé le choix aux gens. En fait, c'est une fois qu'on est arrivé à cette merde, C'est ça. on a imposé aux gens, en fait, bah, on veut pas les laisser dans la merde, donc on va tous les aider. Ok, c'est gentil, c'est, on va dire, bienveillant. Mais en fait, ça part de quoi? Ça part pas, en fait, de la Grèce qui a fait de la merde, et l'Allemagne qui a fait de la merde, et la France qui a fait de la merde. C'est pas les peuples. On est d'accord? Et puis dans l'histoire de la Grèce, c'est les banques grecques et les banques non grecques, comme les banques françaises, qui ont été renflouées. Donc là, justement, pas le peuple là, grec. là du coup, je me permets de lire la question de Céline. Oui. Comment les dettes de certains pays ont pu être effacées? Je crois, pays nordiques, pourquoi ne peut-on pas suivre leur action? C'est le principe du moratoire sur la dette. C'est-à-dire à partir du moment où un État, une nation, un peuple, si vous préférez, par ses institutions, décide d'imposer un critère de légitimité sur la dette, en déclarant qu'une partie ou l'intégralité de la dette est odieuse. Alors, N'est avant pas de dire- bonne. ou pas bonne. Alors avant de dire ça, généralement, c'est la première étape du moratoire sur la dette, on fait un gel. audit. Un audit, Ouais. on appelle ça un audit de la dette, ou on gèle du coup, on dit on arrête de payer, on fait un audit. Des experts vérifient ce qu'il y a dedans. Mhm, Comme nous, on a fait le détail là vite fait sur la dette des hôpitaux, mhm. à l'échelle nationale et beaucoup plus détaillé que ce que nous on a fait. Mhm. On fait un audit de la dette et on déclare que la Qui moitié, peut prendre un mois, 2 mois, 6 mois, 25%, 1 an, 2 ans, 3 ans, Ouais. 4 ans, peu importe. Mais en fait, on cherche toutes les données. Si on met 2 personnes là-dessus, ça va me prendre des années. Si on met 200 personnes experts, ça prend moins de 6 mois. Mhm. Et moi, je pense que ça serait bien que cet audit soit fait publiquement. De la même façon qu'il y a la chaîne parlementaire qui nous fait des débats tous les mercredis. Au moins Pardon. les conclusions de cet audit, Mhm. avec les chiffres et machin, et des gens qui essaient d'être pédagogiques, qui pourraient, un peu à l'américaine d'ailleurs, avec des graphiques là. Mhm. Au moins au congrès américain, il met des petits graphiques. Mais il faut comprendre aussi que pour certaines personnes, tu vois, même au niveau de l'école ou ailleurs, tu remontes un graphique, tu leur fais mal aux yeux, tu vois. Non, mais il y a des gens, ils s'en foutront, ils regarderont Oh. pas. Mais ceux qui Mais ça faut qu'ils intéresse- comprennent. Ouais, mais il y a Oui, mais des il faut gens qu'ils qui sont- comprennent les gens. Mais au Il moins faut que ça arrêter soit que des graphiques en fait. Il faut Faut que ce expliquer soit les fait choses. publiquement devant le peuple français. Voilà. Ceux qui veulent pas regarder, ils regardent Et pas uniquement avec des graphiques. S'ils préfèrent regarder des dessins animés ou des séries télé pendant ce temps-là, c'est leur droit. Ouais, Faut ça, pas les cartoon. forcer, par exemple. Mais bon, cet audit serait fait publiquement, avec les conclusions au fur et à mesure. Et Mhm. en fonction des conclusions de cet audit, une partie, ou l'intégralité, ou 25%, ou 75% de la dette est déclarée odieuse, illégitime, et on prend une gomme. Et voilà. Parce qu'à partir du moment où une nation a décidé que, il n'y a rien au-dessus. C'est Et ça. s'il y a des gens qui disent ouais mais le traité machin, bah dans ce cas-là on pourra leur envoyer à leur face ce qu'ils n'ont pas respecté dans les lois. Mhm. Parce que qui va dire le traité machin? Bah c'est les créanciers c'est les banquiers, et les banquiers n'ont pas respecté beaucoup Ah, les lois. mais dans ce cas-là, du fait de l'ordonnance, on savait pas qui étaient les créanciers, ils finiront par dire qui ils sont. S'ils veulent ouvrir leur bouche, Si une loi on saura qui c'est. si une loi dit que
on ne connaît pas le nom des créanciers, une même loi peut dire maintenant on ne connaît le nom des créanciers. Eh oui, ce qui est vrai pour une loi. Ils peuvent juste sortir de l'ombre en disant en fait, machin. Et là, à ce moment-là, ils se dévoilent. Ça, c'est une chose intéressante, c'est que le moratoire sur la dette et la première étape qui est l'audit de la dette obligera à connaître tout ça. Mais les lois, ça change. Hein. C'est intéressant, ça. Les lois, c'est fait pour changer. Il y avait bien une loi qui n'interdisait pas le travail des enfants il y a plus d'un siècle dans notre pays. Bah, ça a changé depuis. Et c'est un bon choix. C'est l'interdiction pour les enfants avant 16 ans de travailler. Bon, bah, avant, ça n'existait pas, donc il y avait des enfants qui travaillaient. Donc les lois, ça change. Ça évolue. Ça évolue. Il faut que ça évolue de façon positive. Et pas au détriment de l'ensemble. C'est pour ça qu'on fait ce travail pour informer, éclairer et que les gens puissent utiliser ça comme des armes face aux sachants, face aux experts, leur ressortir les chiffres. Il y a une question. Voilà. Comment a-t-il été possible que les hôpitaux empruntent à taux variable alors que l'on sait très bien que c'est un énorme risque ? Je pense connaître la réponse, mais bon. Alors, la première raison, c'est les banques ont alléché en disant les premières années, le taux d'intérêt sera plus bas que le marché. Ce qui est vrai. Ça, c'est une forme de corruption. Je ne vais pas donner cet exemple-là pour les hôpitaux, mais je vais donner cet exemple-là pour les communes. Les maires de France empruntaient jusqu'en 1989 au Crédit Local de France. Le Crédit Local de France était une banque publique qui dépendait de la Banque de France. Bon, on va dire une filiale. Des succursales, quoi. Ouais, une succursale, une filiale. Ouais. Et ce Crédit Local de France, alors j'ai pas encore trouvé réellement la réponse, mais soit prêtait à 0% aux communes, soit prêtait à des taux d'intérêt très bas. On va dire des prêts à taux d'intérêt bonifiés. Donc en fait, tout ce qui est extérieur et privé a proposé quelque chose peut-être un tout petit peu en dessous. Non. Première étape, la loi interdit en 1989. Parce que 80... Oui, moi je te parle de post-89. Ouais, non, mais déjà c'est plus possible. C'est plus autorisé. Donc ce qui se passe, c'est que ce Crédit Local de France va être privatisé. Comme souvent on privatise les choses. Et ça va devenir Dexia. Mais c'est alléchant parce qu'en fait, au lieu que justement l'exemple même d'un hôpital ou même d'une commune qui se dit j'ai besoin de sous pour faire ceci, cela, bon bah maintenant je peux plus emprunter à l'État, enfin à la Banque de France, pardon, ou à une succursale de la Banque de France, bah, finalement en fait, au lieu de me dire raisonnablement, bon, jusqu'à présent j'empruntais, là je peux plus, au lieu d'attendre et de faire des économies, bah, on est venu m'allécher en me disant allez, je peux mettre l'argent disponible dès maintenant. Avec un petit taux pour le moment. De toute façon, pour une commune, pour un hôpital, même pour un individu, emprunter et investir, c'est pas mauvais. Ça dépend dans quoi d'abord combien on emprunte par rapport à son revenu, c'est une première chose, et ensuite on investit dans quoi. Si vous investissez, si vous faites un emprunt de 1000 euros et que vous gagnez 1000 euros, mais que c'est pour dépenser la moitié dans le PMU au début du mois, c'est très mauvais. Si c'est pour acheter une voiture pour vous permettre de faire le trajet domicile-travail pour continuer à travailler parce que votre voiture vient de lâcher, bon, oui, c'est un très bon investissement et il faut s'endetter de ce point de vue-là. C'est une très bonne chose, c'est la bonne dette, par exemple. Donc c'est pareil pour les hôpitaux et les communes, ils ont besoin d'investir. C'est pas une mauvaise chose. Donc ils sont obligés d'investir. Et comme la loi leur interdit d'emprunter à une banque publique qui n'existe plus, ils empruntent à des banques privées. Mais où est subtil, c'est que Dexia, la banque privée en 89, à garder les cadres bancaires du Crédit Local de France. Donc beaucoup de maires qui avaient l'habitude de travailler avec des commerciaux de la banque publique se sont retrouvés face à des commerciaux qui étaient exactement les mêmes, mais qui ont vendu de la merde. C'est ça. C'est-à-dire que les commerciaux se sont corrompus. Alors, soit ils sont partis, soit ils ont été mis en retraite, soit ils ont fait des burn-out ou se sont suicidés, ça a existé, parce qu'ils ne voulaient pas en fait arnaquer les maires, soit ils ont fait le sale job. Et ils ont fait le sale job. Et donc il y a un certain nombre de maires qui ont contracté des emprunts. Je ne parle pas de Balkany, mais je parle du maire de ville moyenne, auprès de commerciaux qu'ils avaient l'habitude de connaître, en confiance. C'est comme ça que les banques ont pu, entre autres, arnaquer certaines communes. Donc je ne sais pas dans le détail par rapport aux hôpitaux. Ce qu'on sait, ce qu'on a découvert dans le rapport des comptes, c'est que le plan hôpital 2007 de Bachelot fait que le directeur ou la directrice de l'hôpital a plus de pouvoir sur décider des emprunts, alors qu'avant c'était l'assemblée générale, enfin de manière collégiale au sein de l'hôpital. Donc du coup le directeur ou la directrice de l'hôpital est plus tout seul face au banquier. Donc là ils l'ont joué un petit peu et confiance quoi. Et confiance. Donc c'est un petit peu le même principe qu'un voyant. Donne-moi ta pièce d'identité et 20 € et je te dirai qui tu es quoi. C'est ça. Ok. Bon.
Ça marche. Mais il a raison de poser la question comment c'est possible du point de vue que normalement un État, normalement constitué, ne doit pas accepter ce genre de choses. Mais en fait, l'État a accepté ça, sachant que ces emprunts à taux variable, ça vient d'Angleterre au départ, et c'est rentré dans le droit français, c'est-à-dire c'est devenu légal, récemment. Il y a un commentaire de Sylvain. Je suis tombée sur un journal de 1978 chez mes grands-parents, et à cette époque, déjà, l'Angleterre ne voulait pas entrer à 100% dans l'Europe. Oui, tout à fait. En fait, il y avait déjà des personnes qui s'auto-alarmaient ou des États qui s'auto-alarmaient en disant non, on fonce dans le mur. C'est ça. Tout à fait. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est derrière cette question du Brexit, la question du rapport entre l'Angleterre, le Royaume-Uni et l'Union européenne, ou l'Europe en général, avant l'Union européenne, c'est ne pas oublier que dans le Royaume-Uni, il y a la City de Londres, qui est un État dans l'État, la place financière de Londres. Et c'est ça le vrai enjeu derrière le Brexit, c'est ça le vrai enjeu derrière... C'est pour ça qu'ils font chier tout le monde, Ouais. et qu'ils nous parlent dans tous les sens de tout, du Brexit, etc. Faut pas qu'ils sortent comme ça, faut renégocier, faut machin. Il y en a qui veulent se casser, il y en a qui veulent rester, blablabla, mais en fait c'est juste par rapport à la City de Londres, grosso modo. J'ai une blague. Ah. Je suis client à la Caisse d'épargne. Pour être plus précis, je suis client d'un pôle bancaire qui s'appelle BPCE, Banque Populaire Caisse d'épargne. Depuis 2012, ils ont fusionné. La Banque Populaire Caisse d'épargne, jusqu'à justement 2012, après elle a arrêté, a vendu à certaines communes de France un emprunt à taux variable qui avait un nom. Le contrat de prêt avait un nom. Le nom de cet emprunt à taux variable indexé sur le franc suisse s'appelait TOFIX. Ça, c'est le nom du contrat de prêt à taux variable que la Banque Populaire Caisse d'épargne vendait à certaines communes de France. Ma source, c'est un article de Libération de l'époque. Vous voyez le cynisme ? Donc c'est de ce cynisme-là qu'il faut qu'on sorte. Et nous-mêmes, nous ne devons pas être cyniques, bienveillants, quoique chiants. C'est ça l'esprit. C'est qu'on va emmerder ce monde-là, on va changer ça, mais on reste avec cet esprit bienveillant. Même si on fait des blagues sur la corde à taux variable, c'est une très bonne blague. On n'est pas cynique comme ces gens-là. On ne rentre pas dans leur même modus operandi, en fait. Leur même mode opératoire. Je lis un dernier commentaire. S'ils suppriment la dette de tous les pays, les peuples retrouveront le chemin du travail, le commerce fonctionnerait mieux, tout irait mieux, ils remettraient les frontières, taxer l'impôt, export, etc. Moi, je pense qu'en fait, au-delà de ça, en fait, il faut que chaque pays soit souverain. En fait. Chaque peuple soit souverain. Et entre autres, la première forme de souveraineté, la souveraineté monétaire. Voilà. C'est vrai en France, c'est vrai au fin fond de l'Afrique, c'est vrai au fin fond de l'Amérique, c'est vrai au fin fond de l'Asie. Et en fait, en plus de ça, donc ça c'est mon point de vue, tu peux dire autre chose, tu peux compléter ou ne pas être d'accord. Pour moi, il faut pas mettre en opposition le RIC et la dette. Non. Et ses intérêts. Donc le moratoire sur la dette, l'usure en fait. Il faut que ce soit des choses qui soient mises en avant en fait maintenant. Ça aura un effet domino. Si on parvient à ça, justement, ça aura un effet domino positif pour l'ensemble des Français, tous, en règle générale, d'un côté comme de l'autre, en fait. Ça peut être aussi bien au niveau du travail, au niveau des soins, etc. Et autre chose à laquelle je pense, mais à la limite, on pourrait informer les gens à l'avenir, on verra. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour troller et justement demander à ce que les merdias parlent? Ouais, mais le problème, c'est que là, il n'y a pas que des gentils internautes volontaires qui nous écoutent. Il y a aussi être trollé, poser une question, ça fait pas prendre de risque à qui que ce soit. Ah bah là, on a appris que des militaires nous suivaient sur les lives. Bienvenue. Dans des opérations... dis-moi que t'as un drapeau bleu-blanc-rouge. En Ile-de-France, des policiers dis-moi que t'as un drapeau bleu-blanc-rouge. qui nous suivaient sur les lives. Donc, on va pas tout dire. Par contre... ils sont quand même les bienvenus. Par contre... Bon. Ah non, mais... attends. Faut être gentil avec tout le monde. Est-ce qu'ils sont co-bienveillants ou ils font un rapport à leur hiérarchie? C'est ça la question. Donc il ne faut pas qu'on dise tout en termes stratégiques. Mais en tout cas, la question est posée de troller les syndicats ou pas le 5 décembre. Et de manière intelligente. De manière intelligente. Toujours de façon bienveillante. Voilà. Et plus de confronter
confronter et mettre au défi. Et s'il y a quelque chose d'intéressant qui sort chez un syndicaliste, tant mieux. On déprime pas. On dit ok, on lui a fait parler de ça, il a parlé à CNews 2 heures après, il a parlé de la dette. Tant mieux. On a fait avancer la cause. Maintenant, on sait que structurellement, les cadres syndicaux, comme Martinez, quand ils sont en plateau télé, ils parlent jamais de la dette. Ou quand ils vont en parler, c'est pas comme on le parle là. Non, il va plus te parler du Pento. Voilà. Après, des fois, ils défendent des choses qui sont choucroute. tout à fait justes dans le métier ou dans la corporation qu'ils défendent. Mais il faut aller aux causes. Il ne faut pas en rester qu'aux conséquences. C'est pas un combat conséquence-cause. C'est l'un et l'autre. Et les syndicalistes, et les cadres syndicalistes ne parlent que des conséquences et jamais les causes. Alors que eux, ils sont informés, ils savent très bien ce qu'on vient de parler là. La CGT hôpitaux, ils savent très bien ce que je vous dis. Enfin, les cadres syndicaux. Donc ils n'ont aucune excuse. Maintenant, il y aura peut-être la possibilité pour les personnes qui ne sont pas syndiquées de s'informer. De toute façon, on est dans une gilet jaunerie de la population française. Pardon. C'est-à-dire, ça va devenir un verbe. On a montré qu'il était possible de s'organiser massivement. Je ne parle pas de la qualité, je parle massivement, en dehors des syndicats. Donc ça inspire d'autres professions, comme le comité interhôpitaux, ils l'ont déjà dit en assemblée générale ici à Paris, c'est médecins et infirmières. Les gilets jaunes nous ont inspiré, nous ont dit deux choses. Un, on peut s'organiser en dehors des syndicats. On va pas faire la guerre aux syndicats, mais c'est juste, ils nous suivent, pas l'inverse. Et deux, ils nous ont appris que la lutte serait longue et tenace. C'est eux qui l'ont dit, c'est un médecin qui l'a dit de l'AP-HP devant 200, 300 personnels soignants du comité interhôpital de Paris et Île-de-France. On me disait à mes souhaits, c'est gentil. Ah oui, c'est très gentil. Mais ouais. Bah, Donc gens... juste rappeler qu'on va continuer, vous avez vu que c'était 1 sur 5, donc on va faire une série de 5. Voilà. La prochaine, ce sera sur quoi? J'hésite. Moi j'aimerais bien attaquer le dur. Moi j'aimerais bien parler de la sécurité sociale. La prochaine, la sécurité sociale. Oui, parce que j'y ai bossé aussi. La dette de l'hôpital public, la prochaine étape, la dette de la sécurité sociale. Bah c'est relié. C'est complètement relié. Mais il n'y a pas que ça, la sécurité sociale, il y a aussi les retraites. On va s'y mettre alors. Faudrait faire ça en fait, parce qu'il y a le 5 décembre. On va faire ça rapidement. Ouais. On espère que ce live vous a plu, vous a appris certaines choses, vous a donné aussi envie de vous-même rechercher les informations, de vous informer par vous-même. N'oubliez pas une chose, le 1er avril, c'est le seul jour où les gens vérifient une info avant de la croire. Sur ce, montez des équipes, bande de glands. Parce que les glands, ça donne de beaux et grands chênes. Ciao ciao. Miaou.